dans une galaxie very très lointaine, une équipe de rebelles enregistre un podcast. Ouais, enfin bon, c'est quand même des vieux clichés tout ça de reprendre Star Wars à chaque fois, hein. C'est pire que Han Solo ton truc. Ah oui, mais attends, Mr. D, il aime bien Star Wars, alors je lui fais plaisir. Ouais, l'agence Too Geek, Mr. T, enfin encore une fois on sent la recherche, hein. Ça sort les scénaristes hollywoodiens. Oh. Ce soir, dans l'agence Too Geek, une équipe exceptionnelle avec notre ami Ludmi et sa magnifique robe rouge. Herbie de retour avec de la SF qui claque. Mr. D, évidemment, et votre serviteur, Lord ton père. Qui a encore des références Star Wars, mais on va l'appeler Monsieur Scotch ce soir. Oh, mais t'es vraiment un odieux connard. C'est un peu facile, mais c'est vrai. Ah bravo. Ça, c'est l'introduction. Voilà. Bonsoir les amis, bienvenue dans l'agence Too Geek, ça va claquer avec des connards. Et j'ai oublié que ça faisait 1 minute. Ah non mais c'est bon, on a bonsoir les amis, bonsoir les geeks. Et c'est bien, on peut avoir un petit peu de musique, t'es pas obligé de, que je te l'ai déjà dit, tu n'es pas obligé de couvrir tout le générique. C'est ma minute. Ah ouais, c'est ta minute. Tu verras l'année prochaine, tu verras. On va la réduire comme peau de chagrin ta minute. En tout cas, votre mise en scène à tous les deux était parfaite. Mais quel talent, je tiens à dire qu'on m'écrit mes blagues. Hein. Je suis le Thierry Ardisson de cette équipe, regardez. Ouais. Quand on est dans le showbiz, c'est bon, parce qu'en fait on est trop shooté au pour pouvoir faire ses blagues. Tu as eu ton texte à la dernière minute et je trouve que tu l'as interprété avec beaucoup de brio. Hein. Ah, mais si tu veux, c'est parce que il y a de l'acteur studio là-dessus. Ah non, mais quand je ne suis pas le Thierry Ardisson, je suis Francis Huster de cette table. Je peux le surjouer à volonté. Ah mais le texte était génial aussi. Facile de lire un texte. C'était facile d'écrire un texte pareil. Bon, en attendant, bonsoir alors ton père. Bonsoir Mr. D. Bonsoir Herbie, ravi de te retrouver derrière ce micro parce que ça faisait un moment que tu n'avais pas pu venir, occupé par du professionnel, par ta vie Ouais, pour une fois je travaillais un peu. Pourtant c'est nous tes amis, tes vrais amis. Tu m'as dit, je crois que tu m'as dit Serge Brussolo, c'est un connard, ça m'intéresse pas de le voir. Exactement. Ne rougis pas. Ah là là, non, c'est pas vrai. On a Ludmi, bien sûr, qui maintenant est fidèle au poste. Et pour terminer, on a notre invité absolument exceptionnel ce soir. Bien sûr. Nous recevons l'odieux connard. Bonsoir. Et merci d'être dans cette dernière podcast de l'année. Et assis dans un bon fauteuil, nous avons un spectateur ce soir qui a décidé de rester muet, mais c'est ton chauffeur, c'est ça? C'est ça, nous l'appellerons Diego. Diego est là ce soir. Diego, qui est devenu le personnage le plus mystérieux de ce blog en fait. Comment ça a plus de succès de moi, mais voilà. Donc le Diego du blog est là ce soir. Exactement, si il existe. Vous le verrez, hors champ, il est hors champ. Vous le verrez peut-être de loin sur la caméra 360. Et t'as pas intérêt à bouger, il faut que tu maintiennes le mystère, donc tu restes bien outé. Et t'oublies pas tout à l'heure dans la bagnole, il y a quelqu'un qui tape au niveau du coffre, donc tu penseras à aller remettre un petit coup de pelle. Tout à fait. Voilà. Et alors, on va parler de quoi ce soir? On va parler de ton blog, mais pas que. On va peut-être parler aussi littérature. On va parler de plein de choses. On va parler de tes passions. Peut-être un peu de ton métier, parce que tu as un métier. À ce qui paraît. Et tu as plein de choses à nous raconter. Alors, on a tous un prêt à rembourser. Hein. On va bientôt démarrer la mission. On aura la rubrique de livres de SF, vos recommandations de lecture de l'été. Mais comme je publierai le podcast fin août ou début septembre, ça c'est sera les recommandations. Non, c'est les recommandations. Ça sera la rentrée littéraire. Voilà. Non, mais je rappelle juste aux gens qui nous regardent en live sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en live sur YouTube? On clique sur la cloche, on s'abonne, on met un commentaire et j'ai oublié le dernier Le pouce bleu, le pouce bleu. Il a oublié le pouce bleu. Mais qui êtes-vous? De quelle année venez-vous, monsieur? J'ai oublié le pouce bleu. Ah bah c'est pas grave. Alors donc, je vais réviser pour la prochaine fois. Vous savez maintenant qu'après l'émission, puisqu'on est en live 360 avec cette magnifique caméra et ce son d'une grande clarté, vous savez que vous pouvez revoir l'émission directement sur YouTube immédiatement après la fin de l'émission. C'est sûr que pour la publication du podcast en audio, je suis un peu en retard je viens de mettre en ligne celui qui était passionnant d'ailleurs avec notre ami Tcheran, très bien. Jean-Luc Villemain, qui nous a raconté toutes ces histoires de tuyaux à travers le monde. C'était vraiment génial. Donc, et j'ai eu de très bons retours de commentaires des auditeurs là-dessus. J'en suis très heureux. Merci d'ailleurs de m'envoyer des petits tweets, de nous laisser des commentaires sur le site, des commentaires sur YouTube, puisque maintenant on publie un peu partout. Et sur iTunes, vous pouvez nous insulter, mais il faut mettre 5 étoiles. Exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir les commentaires sur iTunes, je devrais le faire. Et ben, on en a beaucoup, hein. Et c'est une de mes grandes fiertés, c'est qu'on a plus de 700 likes, enfin plus de 700 notations sur YouTube, bien, hein. C'est énorme. Et beaucoup de commentaires, plusieurs centaines, et vous êtes adorables, je vous aime, vous êtes tous formidables. C'est mignon. Mister D, est-ce que je peux poser une question avant que l'on commence cette émission? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais est-ce que nous nous retrouvons à la rentrée? Ah, bonne question. Non, t'es viré. Là, ça c'est fait.
Alors, déjà, je vous passe le bonjour de Nico. Tu tournes autour du pot. Oui, je vais répondre. Nico, qui ce soir aurait aimé venir, mais il n'a pas pu venir parce qu'il s'occupe à aider ses amis de chez Intel. Tu sais, Nico, il travaille souvent avec Intel. Et ce soir, c'est la fête des 50 ans du fondeur Intel. Et parce que t'es en direct avec lui, là Non, il m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il avait entre les mains un truc assez extraordinaire puisqu'il a exposé pour les 50 ans un wafer quantique Intel. Et il n'y en a que 2 au monde. Tout le monde sait ce qu'est un wafer quantique. Alors, je vais vous le décrire. C'est une espèce... Voilà, c'est rond, ton père. C'est là où il y a les microprocesseurs fabriqués. C'est une grosse galette. C'est pour des qubits. Eh ben, je ne sais pas, le wafer quantique, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il paraît que ça vaut très très cher. Il était un peu fébrile quand il l'a posé. Il peut le prendre Il l'a tenu en main et d'ailleurs, il a fait une photo de lui. Il y avait un vigile à côté. Il a fait une photo de lui en reflet du wafer quantique. Non, il l'a même déplacé pour le mettre en exposition. Et juste après, le vigile l'a tapé. Et après, il l'a fait tomber, c'était cassé et nous ne le reverrons jamais. Donc voilà, vous avez le bonjour de Nico, vous avez le bonjour de Posty aussi, mais qui est en vacances. Pose quand même une question à Nico, savoir comment est le buffet. Le buffet est sûrement très bien. Si c'est le buffet basque. Bah, je ne sais pas, je lui poserai la question. En tout cas, Posty est en vacances, il vous salue tous, enfin plus ou moins en vacances, parce qu'il prépare des choses dont nous parlerons sûrement à la rentrée. Des choses très intéressantes, mais je reviendrai sur le sujet. Alors voilà, j'ai répondu, puisque j'ai dit que nous reverrons à la rentrée. Il est fort. Et voilà, donc oui, il y aura une prochaine saison de la TG, nous retrouverons Ludmi, nous retrouverons Herbie, nous retrouverons leur température conduit. Oh, fantastique. Et bon salaire. Et plein d'autres. Et je double ton salaire comme d'habitude. Comme 0 x 2, voilà. Comme d'hab. Et nous aurons plein de beaux invités. Et surtout, nous aurons toute une panoplie de nouveaux génériques et de nouveaux jingles qui ont été composés par mon ami Sari Long, qui a fait un super boulot. On est revenu aux bases de la TG. Donc, vous verrez ça à la rentrée. Et surtout, j'espère améliorer le dispositif vidéo, puisque aujourd'hui, on est en live 360. Mais ça serait bien qu'on revienne à une vraie mise en scène un vrai tournage en multicaméra. Je te fais l'arrêt. Nous en reparlerons. En tout cas, on va essayer d'améliorer tout ça et de développer la chaîne. Ludmi me filera un coup de main parce qu'elle est passionnée par YouTube et par les réseaux sociaux, mais c'est normal, elle est jeune. C'est une IA. Aucun mérite, elle est jeune, du coup. Mais oui, tous les jeunes sont comme ça. Tous les jeunes sont fans de réseaux sociaux, mais c'est bien connu. Oui, tout à l'heure, elle partira en skate, elle fera des Snapchats. Voilà. Hashtag pas d'accord. Hashtag pas d'accord. Voilà, hashtag. Donc voilà, nous nous retrouvons à la rentrée et en attendant, on va démarrer sans plus attendre la mission. Et c'est beau, c'est la vie. C'est parti. Non, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon. Allez, on l'a fait. Allez, tout de suite, nous démarrons la mission. Alors, les petits gars, vous êtes prêts ? Oui, chef. Ils sont au poil après 7 ans. Toujours. Alors, ce soir, c'est facile, mais c'est quand même rare de recevoir un audio connard. Donc, on va en profiter à fond. Et on va commencer la mission maintenant par la traditionnelle rubrique de Ludmi qui a des choses à nous dire. Tout à fait. Alors, je vais faire, comme d'habitude, ma petite chronique sur un thème très particulier, c'est sur les connards, et en particulier un odieux connard. Si tu m'y attendais. Incroyable. Je travaille mon effet de surprise depuis très longtemps. Votre visage est encore décalqué sur la vitre du métro. Votre trajet vous a fait regretter le confort du transperce-neige. Et il y a ce kidam qui vous empêche de sortir en se plaçant juste devant les portes. Il y a aussi celle qui, au cinéma, tient absolument à raconter son date avec Jean-Marc pendant la scène. Et celui qui, immédiatement, vous intime à un impérieux « chut ». Ou encore cette vendeuse à qui vous demandez, toute souriante, d'une petite voix fluette et douce, où est le rayon charcuterie, et qui s'empresse de vous signaler par un petit « bonjour » pincé qu'elle est bien plus polie que vous. Le connard existe. Nous l'avons tous rencontré. Et à vrai dire, le monde en est rempli de toutes sortes. Mais nous parlons ici d'un connard bien particulier, qui, loin de mêler l'utile à l'agréable, comme le papier à bulles, allie le gratuit à l'odieux pour se transformer, tel un Super Saiyan avec ses gros bras ou Sailor Moon avec sa mini-jupe, en un individu indéniablement exécrable, mais que l'on adore détester. Son credo est la mauvaise foi et son passe-temps briser vos rêves et espérances.
Il vous susurre à l'oreille la fin du 6e sens, caché derrière le canapé, et s'enfuit par la fenêtre avec un rire démoniaque. Je le fais souvent. Il sirote au soleil couchant un vodka martini, au shaker, pas à la cuillère, en regardant paisiblement son bras droit, ligoté d'innocentes stagiaires au fond du coffre de sa voiture. Et voilà. Ce qui elle est stagiaire, on est d'accord. Oui, elle est toujours. Pour le moment. Donc pas à la rentrée. Ce qui caractérise l'odieux connard, Odiusus rupex, outre son penchant pour le trouble et la destruction, c'est son amour du bon mot, le langage châtié et une répartie plus affûtée qu'une lame de cimeterre. Parfois charmeur, souvent gêneur, ce fin margoulin choisit son langage avec autant de soin que ses victimes. Pour un œil du XXIe siècle, notre invité incarne à la perfection cet étrange spécimen qu'est l'odieux connard. Mauvaise foi à toute épreuve, un blog débordant de critiques acerbes sur la totalité de la production hollywoodienne et même, la plupart du temps, un uniforme, costard noir, cravate rouge, sourire carnassier et de rigueur. Soirée pyjama, alors me voilà avec mes lunettes. On a le sourire carnassier, mais le reste, on repassera. Eh bien, ce serait sans compter, mes braves compères, la longue lignée dont il descend. L'odieux connard, Odiusus rupex, foule la planète de son pied méphistophélique depuis des siècles. Certains sont morts de leur belle mort et d'autres sont encore en vie, quoique vivement encouragés à trépasser rapidement. Dans ma grande mansuétude, j'ai déterré quelques-unes des plus mémorables joutes verbales de l'histoire, et comme nous allons le voir ensemble, être un grand personnage n'empêche pas d'être un odieux connard. Par exemple, au cours d'un entretien privé, le président américain Nixon demanda au secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, Brejnev, « Dites-moi mon brave, comment fonctionne votre économie ?»« C'est très simple, répondit ce dernier. Ils font semblant de travailler et nous faisons semblant de les payer. » Quelques heures plus tôt, Voltaire, peu porté sur la religion, se promenait dans les jardins avec l'un de ses amis et croise un prêtre chargé du Saint-Sacrement. Et il ôte respectueusement son chapeau. « Vous seriez-vous réconcilié avec Dieu ?» demande son compagnon, abasourdi par ce geste. « Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » Les dames ne sont pas en reste quand il s'agit de clouer le bec à d'odieux connards. À la fin d'un de ses exposés politiques, la romancière et philosophe Madame de Staël interroge Bonaparte sur son silence. « Général, vous n'êtes pas de cet avis ? » « Madame, je n'aime pas quand les femmes se mêlent de la politique. » Vous avez raison. Quelle belle époque. Et la Twitter est en flammes, ça y est. Mais Madame de Staël de répondre « Vous avez raison, général, mais dans un pays où on leur coupe la tête, il est naturel qu'elles aient envie de savoir pourquoi. » Donc voilà, bim dans les dents Bonaparte. Oh là là. Au panthéon des personnages historiques qui usent des mots comme de poignards, nous avons l'inébranlable duo Churchill-De Gaulle qui se pose là quand il s'agit d'envoyer des piques cinglantes à la figure de leurs interlocuteurs. Ils étaient bons tous les deux. C'était les Laurel et Hardy de l'époque, ils avaient la carrure en plus. Oui, c'est ça, j'allais dire, ils étaient ils sont fait spoiler par deux mecs un peu avant, mais c'était eux. Mais clairement, ce sont des pointures. Exemple, à une suffragette qui interrompit son discours pour lui lancer une insulte so-british « Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé ». Churchill riposta instantanément « Eh bien moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais ». Pas mal. Et invité au Parlement pour son 85e anniversaire, notre bonhomme entend un invité chuchoter dans son dos « Il paraît que le vieux est en train de devenir gaga ». Et Churchill, sans se retourner, « Il paraît même qu'il devient sourd ». Il est bon. Belle performance de l'Angleterre. Bon. Mais nous n'avons rien envié à la perfide Albion. Ainsi, De Gaulle, lors d'un émouvant exposé du garde des Sceaux sur les misères pénitentiaires. Les prisons sont surpeuplées, les détenus sont mal nourris, leurs loisirs sont insuffisants, s'empressa de rétorquer « Heureusement, ils peuvent s'évader ». Et à Jacqueline Kennedy, qui essayait tant bien que mal de meubler la conversation avec son voisin fort taciturne. « Savez-vous, général, que ma famille est d'origine française ? Figurez-vous que la mienne l'est aussi, madame !» Que de mufleries, railleries et autres vacheries. Mais personne ne mérite davantage le titre d'odieux et audacieux connard que le grand, l'immense et glorieux Charles Maurice de Talleyrand, raté. Homme politique connu pour sa duplicité et sa passion pour les intrigues politiques. Il grenouilla dans la sphère du pouvoir de l'Ancien Régime jusqu'à la monarchie de Juillet, soit 45 ans de complots et de conspirations cumulés. Il eut pourtant la joie de mourir tranquillement dans son lit, les doigts de pied en éventail, à l'âge canonique de 84 ans. Pas mal. Très honnête. Honnête. Apprenant cette nouvelle, l'académicien François Guizot demande à l'ambassadeur du tsar de Russie, qui était l'un des nombreux ennemis de Talleyrand, « Que dit-on de cette disparition ? Vous ne le savez pas ?
Le prince de Talleyrand a fait une entrée triomphale aux enfers. Il a été fort bien reçu. Satan lui a lui-même rendu de grands honneurs, mais lui a quand même glissé à l'oreille « Prince, vous avez un peu outrepassé mes instructions ». Donc quand Lucifer lui-même vient vous serrer la pince pour vous féliciter de vos méfaits accomplis sur Terre, vous pouvez sans rougir accrocher à votre costume 3 pièces hors de prix le badge « Haut du connard, qualité certifiée ». Alors, je n'ai pas la prétention de connaître vos relations avec le prince des ténèbres, cher aux dieux, mais après avoir lu la version masculine de 50 nuances de Grey, au sujet de laquelle vous écrivez sur votre blog, je peux néanmoins m'avancer à dire que vous avez connu l'enfer pour le plus grand plaisir de vos lecteurs. Et ça, cher odieux connard, c'est sacrément geek de votre part. Eh bien, merci à vous, bravo. Bravo. C'était extrêmement référencé. Ah oui, documenté. On n'a même pas eu un petit Félix Faure. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est la moins bien payée du groupe, hein, puisqu'elle a 3 fois moins de salaire que leur tempère. Et bah justement, je voulais t'en parler. Et c'est la seule qui taffe. C'est la seule qui taffe. Voilà. Bon, bah, c'était très intéressant. J'ajouterais, moi, je relirai votre premier billet de blog, cher odieux, qui s'appelait Commençons. Il date du 26 juin 2009 et il y a marqué eh bien, ceci est donc le premier post. Il est donc grand temps de bricoler ce petit site pour en faire l'antre du mal. Donc tu vois, tu n'étais pas loin, Ludmi. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de regarder les 25 réponses de commentaires qui s'étalent dans le temps. Hein, parce que la première réponse date du 14 août 2009. Donc le 26 juin, il s'est passé 2 mois. Parce que c'était votre maman. Et c'est un certain Yod qui dit il est grand temps en effet que la cérémonie commence. Voilà. Alors après on passe un peu plus loin dans les commentaires, on peut aller vers 2012. Lire ce post donne l'impression d'observer Tom Jésus d'or avant qu'il ne devienne Voldemort. Référence Harry Potter. C'est pas mal. Tu te places bien. C'est pas mal. C'est bien. Il y en a d'autres, hein, parce que aux alentours de mai 2015, il y a des gens qui continuent à commenter ce premier post qui dit Arg, de même, tu juste fini, sniff. Et tu vois, les gens n'arrivent même plus à s'exprimer. Mais oui, c'est dur. Ils sont sur leur clavier comme ça, éructant tristement. C'est ça. Et le dernier, celui qui date du 3 novembre 2016. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas à faire des posts sur ce premier. C'est les gens qui sont remontés jusque-là. Donc, 2016, le mec, il a fait de l'archéologie quand même. Première page est un peu une sorte de lieu de pèlerinage où les fidèles se rassemblent pour découvrir la naissance de votre plume. Ah non, mais. C'est beau, putain, j'en chialerais presque. C'est pas moi qui le dis. Mais ils sont formidables. Ils sont formidables. Et je trouve tout à fait objectif. Moi, vraiment, j'apprécie. Nel Fition. Alors, il y a une vraie évolution en plus. Alors, oui, et celui qui a parlé de Tom Jedusor, il a pas tort parce qu'on citera pas les sites web, mais il y a 2 sites web militants qui me détestent et où il est interdit de prononcer mon nom. Donc, je suis celui dont on ne doit pas prononcer le nom au moins à 2 ans du web. Tu peux pas dire connard sur le site du coup. On ne peut pas dire odieux connard. On peut dire connard, mais on peut dire odieux, mais pas les deux. Donc ils se reconnaîtront. Ce qui est amusant, c'est que tu as commencé ton blog quand nous, on a commencé de notre côté notre podcast. Tout est lié, Inception. C'est ça, exactement. Les phénomènes sataniques et maléfiques démarrent en même temps. On a commencé l'apéro du Capitaine en septembre-octobre 2009. Ah, mais il y a un truc, hein, les étoiles, il faut faire. C'est ça, c'était 2009. 2009, mauvaise année. L'année terrible. L'année terrible, qui est né en 2009. Pas moi. L'Antichrist est né en 2009. Non, et mes enfants non plus, donc ça va. Ouais, je suis tranquille. Voilà, l'Antichrist n'est pas dans ta famille, il est peut-être ailleurs. On va remonter, Julien, parce qu'on peut t'appeler Julien, c'est ton prénom. On va dire Julien parce qu'on va parler de beaucoup de choses, et pas seulement l'odieux connard. Donc. Exactement. On va remonter quand même à la base du blog. Ma jeunesse. Pour que les gens qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir au fil de cet épisode comprennent qui tu es, d'où tu viens et où tu vas, hein, n'est-ce pas, Lord ton père? C'est surtout d'où t'es venue cette idée. Est-ce que le blog, le blog s'appelait Un odieux connard de base. Donc t'avais l'idée de ce que tu voulais à peu près faire, mais pas forcément. Parce qu'au début, c'est pas forcément du cinéma, parce que moi, je te connais surtout pour les critiques de cinéma. Enfin, je t'ai découvert, je veux dire, surtout pour les critiques de cinéma, comme beaucoup de gens. Mais tu traites de beaucoup d'autres sujets, et t'as d'ailleurs pas démarré ton blog sur des critiques de cinéma. Non, pas directement. Pour l'anecdote, il faut savoir que pour la partie cinéma, surtout. Quand j'allais au cinéma avec mes potes
potes bien avant le blog. En fait, je les saoulais à la sortie parce que je leur faisais le spoiler du film. Genre, t'as vu, bon, ça c'était con, ça c'était stupide. Bon, puis en plus, il y avait beaucoup de films de Nicolas Cage à l'époque, donc j'avais une espèce de mine de mauvais films. Enfin, souvenez-vous. Il nous manque. Où es-tu, Nicolas? Alors, Nicolas qui nous regarde, parce que Nicolas regarde YouTube en buvant des bières le soir. Nicolas, on pense à toi, vraiment. Reviens. Voilà. Moi, j'aimais bien Nicolas Cage. Et donc, Nicolas Cage a fait des effets, forcément. Et donc, voilà, donc je spoilais honteusement ce genre de film, et puis on me disait, putain, tu me fais chier, etc. Et quand je faisais des petits boulots à l'époque, j'étais étudiant, les mecs venaient même plus à côté de moi, tellement je leur pourrissais leur série. T'as vu 24, comment c'est trop bien? Attends, bouge pas, assieds-toi là, tu vois. Et je prenais des objets sur la table, je faisais, tu vois, ça. Ça c'est le gentil, ça c'est le méchant, et je vais t'expliquer. Et donc ensuite, il y avait sa fille, j'en faisais l'histoire avec des briques de jus de fruits et des cocktails. Kim Bauer, et en fait, j'étais tellement fait chier qu'ils m'ont dit, mais va raconter ça à des gens, fais un truc en ligne. Donc j'ai fini par un soir sur un coup de tête faire un blog. Et comme c'était très à la mode, fin des années 2000. Ah mais j'étais complètement à la mode. Moi j'ai tout eu, j'ai eu le blog, voilà ça. Enfin j'ai aucune personnalité. Le blog c'est le truc qu'on démarrait au début des années 2010. Non, bien avant, c'était que de la comète en fait des blogs. 2009, c'est déjà, il y a encore des blogs, mais il y a déjà les blogs BD qui ont déjà une très très bonne évolution à ce moment-là. Puis ensuite, je pense à notre ami Boulet par exemple. Exactement. Il faudra qu'on fasse venir un de ces 4 Boulet. Il était venu dans l'apéro du Capitaine. Il avait remonté l'escalier à 4 pattes tellement il était beau. Mais ça, voilà, ça ne m'étonne pas de lui. C'est un bourguignon. On ne peut plus rien faire pour son âme. Ah oui, là c'est fini. Formidable. Et à côté de ça, on a eu ensuite YouTube qui a vraiment pris le devant, plus les réseaux sociaux où les vidéos marchent extrêmement bien. Donc les blogs. C'était déjà plus in les kids. Maintenant, il faut de la YouTube monnaie, quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça a été ces derniers temps, tous les petits jeunes qui se mettaient dans leur chambre, qui se filmaient face caméra. Toi, ça t'énerve pas quand il y a du popcorn par terre et que tu marches dessus et que ça fait crack? Et voilà. Et puis après, enfin les trucs super originaux. Tu fais bon, bah écoute, c'est bien, gamin. Donc non. Maintenant, il faut faire du YouTube. Donc c'est pour ça, moi, comme je suis un sale capitaliste, j'ai fait du YouTube maintenant. T'as fait aussi du YouTube. Mais je le fais pas dans ma chambre. Et puis dans un autre registre. Voilà, exactement. Ça. Mais on va en parler. Mais si vous voulez, je peux me filmer dans ma chambre. Il y a pas de souci en train de faire ça. Mais oui. C'est ma casquette Pokémon. Ouais, je vois à qui tu fais allusion, mais il te manque une potiche à côté. Alors, excuse-moi, je ne te permets pas. Voilà. Tu seras ma potiche. Voilà, l'une tu es engagé. Ou alors, il va vraiment falloir un chèque très 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 salé, tu vois, pour que je fasse la on est à fond dans le sexisme ce soir. C'est pas faux. On va terminer en souci. Il y a une célèbre présentatrice qui, pendant des décennies, a tourné des cubes lumineux. C'est vrai. Mais elle le tournait très bien. Ah ouais. Moi, je me souviens. Il faut un vrai. Je regardais cette émission. Un tour de main brillant. Bluffant. Brillant, du génie l'état pur. Donc tu démarres ton blog, tu commences à écrire quelques billets. Je me dis ça va pas durer parce que je suis un fainéant, donc je me dis de toute façon personne va venir lire. Et là je commets l'erreur de mettre vraiment un spoiler, qui est le spoiler de G.I. Joe. Oh là là là. Et là l'erreur, parce que du coup il y a Vendry qui était un blogueur, qui est toujours un blogueur d'ailleurs, qui parle beaucoup de BD, qui a fait un article. Je commentais pas mal en tant qu'odieux connard dans ses commentaires. Puis un jour il dit voilà, allez voir son blog. Je me retrouve avec 50 personnes qui sont venues voir le spoiler de G.I. Joe. 50 personnes en une journée. Ça datait de quand ça, G.I. Joe? C'était 2009, ça devait être août 2009. Août 2009, je dirais. Et voilà, et donc de là je me suis dit bon bah je vais continuer à écrire, puis les gens ont continué à venir, donc c'était affreux parce que moi j'ai fait des trucs pourris et les gens viennent, les gens n'ont vraiment aucun goût, donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient et au final je me retrouve à aller voir maintenant t'as un pèlerinage et maintenant je me retrouve à aller voir Citizens of Grey, enfin regarder la décadence. Ton billet t'avais appelé ça Jihad Joe. Exactement. Aujourd'hui tu te ferais taper sur les doigts. Mais si vous voulez je peux vous faire plein de blagues de croisés, ça fera les historiens et les mecs qui portent un homme dans la rue, mais voilà. Non mais c'est impressionnant. Alors ce qui caractérise tes billets de blog, en tout cas sur le cinéma, je n'ai pas tout lu, c'est qu'ils sont assez longs, voire très longs. Ah, mais moi je les lis pas, je les écris. Mais voilà, tu les. Ah oui, c'est ça ta technique, tu les écris directement. Puis après j'ai putain c'est saoulant. Non, mais est-ce que c'est ça ta technique? Est-ce que tu écris sur le fil toutes les idées qui te viennent au fur et à mesure que tu avances dans ta narration, ou est-ce que tu te fais un plan avec ce que tu vas faire comme blague? Non, en fait ça dépend du temps que j'ai devant moi. En général j'écris sur le fil. Je fais au maximum. Par contre, il m'est déjà arrivé effectivement d'être en déplacement, d'avoir des choses à faire parce que je fais pas que le blog. Oui. Oh mon Dieu, sacrilège. Et donc des fois, je me prenais juste des notes. Enfin, attention, pas au cinéma, soyons clairs. Je rentrais chez moi. Tu prends pas de notes au cinéma? Non, je ne prends pas de notes. Mais tu le fais juste après avoir vu le film pour qu'avoir tout. Il faut que ça soit dans les 3 jours. Après, je me suis déjà retrouvé à respoiler Armageddon que j'avais pas vu depuis 15 ans. Et je me suis dit bon, j'ai une mémoire de merde. Vraiment, elle fonctionne que pour des choses absurdes parce que pour les choses importantes, je me souviens de rien. C'est mon pouvoir de X-Men. Tu sais, professeur Xavier, il a dit, peut faire quoi? Je peux spoiler des films. Tu vas être drôlement utile à mon équipe. Allez, viens là. C'est un vrai pouvoir destructif. C'est ça. Casse-toi, le mec qui peut plier les métaux, là. T'es nul. Spoilman. Je pourrais vous spoiler. Exactement.
Non mais vraiment. C'est un Donc non, j'écris sur le fil et sinon il m'est déjà arrivé juste de faire une espèce de synthèse du film et ensuite je la développe au fur et à mesure quand j'ai du temps. Mais souvent dans les 3 jours. Ce qui est sympa, c'est que tu fais des dialogues surtout. C'est important. Ça, c'est et très marrant. c'est ça qui est drôle. Ce qui donne beaucoup de vif au. Et on me réclame le caporal Roudoudou régulièrement, le qui est caporal le Roudoudou, personnage récurrent qui Oui, alors vient il y a démonter les plein de stratégies. personnages Il y a récurrents. Diego, il y a les stagiaires. Il y a Jean-Jacques. Les Jean-Jacques. Les Jean-Jacques, Les qui sont Jean-Jacques. très nombreux, les Jean-Jacques. Ouais. Quand un personnage n'a pas de nom dans un film. Alors, pour ça, à l'origine, ça vient de Electra, les Jean-Jacques. Où un moment, Electra ouais, Electra, le film, Ah ouais. qui était un très bon Un film. Et à un moment, chef-d'œuvre. et à un moment, il y a des mecs qui ont des pouvoirs. Et donc, il y a numéro 1, numéro 2. Genre, moi, je peux faire bouger mes tatouages. Donc, c'est super cool de faire bouger ses tatouages. L'autre, je sais plus ce qu'il peut faire. Puis, il y a le dernier. C'est Jean-Jacques. Le mec, il a même pas le temps de montrer son pouvoir. Tu fais, ouais, toi, ok, il n'y avait plus de budget effets spéciaux, tu vas crever. Donc, c'était Jean-Jacques. Et depuis, tout personnage, effectivement, qui n'a pas de prénom, va mourir. Donc, c'est Jean-Jacques. C'est ça. Moi, ça me rappelle à chaque fois le Godzilla de Emmerich. Oh, Parce que chef-d'œuvre. tous les Français que tu vois à côté de Renault, ils sont Je me tous mets gens Jean-Jacques, quelque Jean-Paul, chose. les Oui, mais gens- là, c'était voulu dans le scénario. Excusez-moi. Ah oui, mais Voilà. c'était grotesque. Mais c'était quand même. bien, ça. Non, génial, c'est attends. très bien. Le Godzilla de Emmerich, c'est son meilleur film, hein, ou pas loin. Oh, Oh non. Ah, tu vois, hein, quand on y réfléchit. On pourrait discuter longuement de Godzilla. Donc tu écris souvent à l'instinct, ou plutôt à l'instinct, et on en parlait à table, puisqu'on a mangé avant, on est en pleine Oui. digestion. Vous avez plein d'informations exclusives, les kids. Tout à fait. Et Il a demandé un cœur servi sur une assiette. tu choisis comment tes films à critiquer? C'est ceux que tu vas voir au cinéma? C'est pas ce que je vais voir personnellement parce qu'encore une fois, Twilight et 50 Shades of Grey, je suis allé les voir et Au autant cinéma vous dire que oui, au cinéma. Oh, C'est-à-dire mon que j'ai payé ma place et j'insiste vraiment, je raconte l'anecdote où je vais donc voir le 50 Shades of Grey. Je me pointe devant madame la caissière, je lui dis bonjour, je me vois 50 Shades of Grey. Et la nana qui fait pardon, 50 Shades of Grey. Elle m'a fait répéter 3 fois. Elle l'a fait 3 exprès. putain de fois. Et on me dit ouais, vous êtes con, vous auriez pu aller aux bornes. Mais les bornes étaient en rade. Vraiment, le destin m'a dit tu vas y aller. Et tu vas assumer tes souffrir. conneries. Et là, Tu vas la main de souffrir. Dieu que tu vas-y. Donc non, je vais au cinéma, j'essaie de faire des sorties. Et Ouais. c'est souvent parce que beaucoup de gens m'envoient des messages disant Tu y faites vas, tel tu y film. vas seul ou toujours avec des amis? Alors dernièrement j'y vais seul. J'ai une amie Il n'a qui plus vient avec d'amis. moi, mais des fois genre premier 50 Shades, j'ai une amie qui a dit je viens avec toi. Et le deuxième elle m'a dit écoute va crever parce que le premier on a déjà On assez peut souffert. comprendre. Et il y a vraiment des trucs où j'ai pas pu. Pareil Twilight. L'amitié a ses limites Ah non aussi, mais hein. c'est ça. Les gens me disent écoute j'ai pleuré du sang, j'ai convulsé. Enfin je sais pas. Écoute, moi aussi. Et alors. Et alors la question difficile, entre 50 Shades et Twilight. Alors sachant que 50 Shades, rappelons-le, c'est un ersatz de Twilight. Ah bon? Oui, C'est une oui, fanfiction fanfic de de Twilight. c'est une fanfiction de Twilight. Ah ouais. C'est pour ça que si vous regardez les personnages, genre la famille du Alors, je du dois gars. avouer que je ne sais pas l'histoire. Parce que malheureusement, mon travail... Alors attention, la version courte, les kids. Attention, vas-y. Une fille une fille dans le livre, c'est pas une fille, c'est une tempête de bottes et de cheveux qui rentrent dans son bureau. Alors c'est peut-être l'armée allemande, on ne sait pas. Ou une boule informe sortie effectivement d'un truc Lovecraftien qui roule. Et donc lui il est là à se palucher genre oh putain un truc Lovecraftien. Bon. Et donc il tombe amoureux de ce truc. Oui, crowdfunding. Voilà, et donc il dit truc dans mon bureau, j'ai envie de toi très fort. Donc il dit est-ce que je peux te péter la gueule? Oui, donc il lui pète la gueule, elle aime ça parce qu'il est dans le sadomaso. Tout le film il fait ok. ça, puis à la fin il dit je peux te mettre une fessée, elle dit bon bah là d'accord, il lui met une fessée, elle fait ça a fait mal, je m'en vais. Mais- voilà, et donc à l'origine c'était une fanfiction avec les personnages de Twilight et ça se voit quand on voit la famille du parce que pour des raisons de droit on lui a demandé de changer tous les noms. C'est merveilleux qu'ils connaissent aussi bien le sujet en fait. Mais bien Vas-y, sûr, continue. mais si c'est du caca, j'ai des connaissances dessus. Voilà. Oh là là, j'allais faire une blague, mais Non, voilà. non, Ouf, Il faut pas. Oh, il y a eu- il y a non, eu voilà, le bip Twitter qui était- me regarde. Donc plus, C'est pour vous les kids. voilà, exactement. Donc plus sérieusement, la famille du héros, donc Monsieur Gray, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont même pris des acteurs qui ressemblent et on a changé 2 lettres dans leur Ah, nom. pour le coup, moi j'ai lu Lisons ensemble sur Oh là. qui était un Lire grand ensemble, moment. là. Lire ensemble. Mais effectivement, 50 pages à chaque fois avec vraiment des phrases Au qui sont tisonnier, merveilleusement bien écrites. tellement ça fait Non, c'est ça beau. brûle les yeux. Et Moi, le encore, mec qui a dit je suis sombre, je Ouais. prends pas de lait dans mon café. Waouh. Et encore, je veux dire, tu l'as lu en français. Je l'ai lu en français, mais en fait Ouais. c'est un lecteur qui me l'a offert, faut le Ouais, savoir. parce que, enfin, moi, Ouais, Ça c'est même sympa pas. les lecteurs. ouais. moi, j'en avais lu des extraits en anglais qu'une amie de ma copine envoyait parce qu'elle lisait en temps en temps, elle en copiait des extraits. Et je pense que c'est un Non, des t'as rares acheté le cas. livre, t'as Je acheté le pense que livre. c'est un des rares cas où la traduction améliore le Ah texte. mais bien sûr, parce qu'il tente de Parce corriger. qu'en anglais, c'est Améliore. c'est- Parce que oui, nous, on a- c'est il y a des c'est- extraits, L'auteur, elle a il y a quand même des elle a fautes un peu merveilleuses. l'anglais de Donald Trump, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu as fait une année d'anglais, même avec 6 de moyenne en 6e, tu
t'exprimes mieux en anglais. On dirait un peu cette scène de The Wire, vous savez, où les deux mecs rentrent dans une scène de crime et disent juste fuck. Tout le long, c'est fuck me, fuck you, fuck this, fuck that. Et là, les kids, Voilà. c'est le moment où on n'arrive pas réussi à vous... Tu vas voir les films dont tu veux faire les chroniques. Eh oui. Et est-ce que tu connais les vidéos Honest Trailer Bien sûr. Qui est un superbe Ouais, tout à travail fait. de mise en scène. Et c'est très très bien. Et donc les gens demandent à Honest Trailer de faire le prochain trailer. Alors est-ce que pareil, t'as des gens qui t'écrivent pour te demander d'aller voir le prochain film à critiquer? C'est à ça que je pensais quand j'en parlais tout à l'heure. C'est exactement ça. Je reçois des mails qui me disent allez le voir. Et justement, à l'origine, Twilight, qui pourtant était un des gros succès du blog, je voulais pas aller le voir. Je m'étais dit c'est bon, c'est pas pour moi. Et les gens t'ont dit allez j'ai reçu faire une dizaine de mails, ouais, mais allez-y, il faut vraiment y aller. Et donc effectivement, j'ai pris ma truc de pèlerin, effectivement, blague de croisée. Donc j'ai mis mon home, ma cape de templier, puis je suis rentré dans le cinéma. Bonjour madame, je vois une place. Bonjour. Et t'as dû quand même te faire chier un peu pendant. Non mais je suis un pervers. Rigoler à l'avance. Moi je l'ai vu, c'est pénible. Non, là où je me suis fait chier, c'est pendant. Je crois qu'un des pires trucs que j'ai vu, c'était Spring Breakers. Qu'est-ce que c'est que ce... mais c'est un truc de... Oui, c'est une comédie... Ouais, c'est ça. Et c'est infernal. C'est une comédie américaine sur les fêtes aux États-Unis, les fêtes de collégiens. C'est même pas une comédie, c'est 2 heures de clip. D'accord. Avec des filles en bikini. Alors, tu pourrais dire c'est intéressant, des filles en bikini durant 2 heures, mais même pas. En plus, la clim était en panne dans le cinéma. Il faisait chaud. Et donc, c'est juste des nanas qui répètent Spring Break forever. On te dit, mais qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je suis en train de mourir? Donc, tu regardes, voilà, tu commences à perdre la vue. C'est l'enfer. Oui, c'est le purgatoire. Mais je pense qu'il y a un cercle des enfers comme ça que Dante n'a pas voulu décrire parce que c'est trop affreux où il passe et c'est des gens qui répètent Spring Break. Aux condamnés, quoi. Donc, je pense que moi, quand j'irai en enfer, ça va se passer comme ça. Il y a des chances. Des filles en bikini, je ferai et puis là ils vont me dire Spring Break forever. Donc je m'évaderai. Diego viendra me chercher avec sa pelle. C'est pas trop difficile d'ailleurs de devoir faire des commentaires, des critiques, même drôles, sur des trucs super chiants, quoi. Alors justement, par exemple, les comédies. Je fais pas de critique dessus parce que quand c'est raté, c'est chiant. Et quand c'est chiant, il y a pas moyen de faire. Drôle, voilà, c'est plus drôle. Alors qu'un film sérieux qui est raté, ça devient drôle. Bah oui, il y a un peu le côté nanardesque, même si je fais pas spécialement dans le nanar. Mais voilà, un film qui se prend au sérieux, genre Jurassic World. Par exemple, le dernier qui vient de sortir. Voilà, avec le célèbre mosasaure. Je rappelle, le lézard de la Meuse, on ne le dira jamais assez. Voilà. Enfin, moi, je suis un grand fan des Jurassic World. Où alors dit bon, il y a un truc, tu vois là la boule, parce que dans le 1 ils le disent, la boule elle résiste aux balles de 9 mm. 10 minutes plus tard, j'ai une balle de 9 mm. Ça passe à travers. Pourquoi tu as payé des milliers de dollars une scène pour dire cette scène de chie dessus? Bon, puis surtout, le coup, moi dans le 1, je reste fan du « Ah mon Dieu, le T-Rex, je suis en talon !» Vous inquiétez pas, je vais resserrer ma chemise et maintenant je cours plus vite. Les seins, l'aérodynamisme, bon... Mais le deuxième, il y a quand même des choses tout est bon. Ouais, c'est assez fascinant. Bon. C'est du pain béni pour ta chronique. Ah oui, puis en plus il y a des faux raccords. Enfin moi le coup du volcan, alors on va pas spoiler, mais regardez le trailer. Tout est spoilé dans le trailer. Si vous avez vu le trailer, vous avez vu le film. Mais voilà, le volcan qui explose, tout est couvert de cendres. Les mecs qui sortent la tête de l'eau parce qu'ils ont sauté dans l'eau, ils font l'île est propre. L'île en fait, il y a 150 Portugaises dessus pour faire des blagues racistes qui nettoient l'île en direct et avec des petits drones et compagnie. C'est tout propre. Il y a pas de problème. Puis après ils disent et qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener des dinosaures, on va en faire des armes. Putain, c'est des dinosaures. Tu tires dessus, ils tombent. C'est pas possible. Et vous êtes venus voir des dinosaures? Oui, c'est pour ça qu'on est dans la salle. Et ben on en a fait des génétiquement modifiés. Pourquoi? Mais parce que il faut toujours du plus gros, du plus puissant, du nouveau. Bigger is better avec le cinéma américain. Voilà. Après, moi j'aime bien, je suis peut-être sur les détails, du genre le moment où la nana vient chercher son mec, où évidemment entre deux films ils sont séparés pour refaire l'histoire d'amour, parce qu'ils sont déjà ensemble, c'est pas intéressant. Et qui dit bon, s'ils ont des gosses et tout. Surtout qu'en plus ils ont la kangou. Ah mais sinon, mais prends-moi une aventure comme ça où les mecs ils ont la kangou les gosses, au lieu d'acheter un labrador, par erreur ils achètent un T-Rex, là t'en fais un film. Ouais. Tu sais genre Kiki. C'est la version Beethoven hardcore, tu vois. Oui, Beethoven hardcore, voilà, Beethoven 4, Beethoven hardcore. Fait par Romero. Trop bien. Voilà, il était génétiquement modifié. Mais non, voilà, et vraiment les erreurs du type, voilà, elle vient chercher son mec, elle lui dit bon, on va faire une opération illégale, on va aller sauver des dinosaures parce qu'on est trop les amis des dinos, ils ont tué ta famille, mais c'est pas grave. Demain, tu vas te rendre à un aéroport secret et on s'y retrouve. Allez, salut. Allez. Tu pourrais me dire où est l'aéroport secret avant de partir, par exemple? Mais non. Oui, parce qu'elle se barre. Mais non, elle se barre mystérieuse, genre. Peut-être qu'elle lui envoie un SMS après. J'ai un Snapchat. Au fait, j'ai oublié. Voici une photo de mes boobs, puis l'adresse. Voilà. Et ça, c'est moi avec un masque lapin.
Cela dit, on m'a fait le coup. Moi, j'ai un mec qui m'a dit Prometheus, ça tient debout si t'imagines des choses entre les scènes. Du coup, moi, j'imagine de pas regarder le film. Et putain, le film, il est génial. C'est brillant. Parce que tu peux tout imaginer entre les scènes. C'est vrai que tu l'as fait, Prometheus. Je l'ai vu, oui. Prometheus, il y avait tout. Il y avait des zombies, donc déjà, c'était bon signe. C'était pénible aussi, ça. C'était bien. Je crois que je l'ai lu, celle-là. Et Alien Covenant, c'est pas mieux. Covenant, c'est excellent, Alien Covenant. Ah mon Dieu, tout le monde vient de mourir. Et si j'allais prendre une douche? Il ne peut plus rien m'arriver. L'affreux maintenant. Ce bon bain m'a fait du bien. Et ils le font 2 fois dans le film quand même. Genre à la fin, genre vous savez ce qu'il nous faut maintenant? Non, une douche. Mais c'est bien les douches aussi. Non mais c'est important d'être propre avant de se faire tuer. Enfin voilà. Je trouve ça sympa pour les aliens personnellement. Bon, enfin vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas Audio Connard, parce que c'était le cas, je veux pas dénoncer leur ton père à côté de moi, mais avant que j'invite Audio Connard, tu ne savais pas qui c'était. C'est vrai. Tu l'as découvert. C'est vrai. Bon, en même temps, il y a du scotch. Non mais c'est totalement vrai. Donc j'ai fait comme tous les connards, j'ai été lire ton blog. Excellent choix. Par contre, je suis pas parti du début, je suis parti des plus récents. Bah oui. Et j'ai notamment lu, et c'est là où j'ai bien aimé les dialogues. J'ai notamment lu le solo. Très très drôle. Je vous le recommande. En fait, je me suis repassé le film dans la tête parce qu'il m'en restait, et je me suis dit mais c'est carrément ça quoi. Et j'avais commencé à lire celui sur justement Jurassic World 2, enfin ou Ultimate, je sais plus quoi. Ultimate plus Street Jurassic, et j'en étais quasiment à la fin, mais c'était assez bon. Non mais c'est trop long après. Moi non plus je dis pas tout. Encore une fois, je les écris mais je les lis pas. D'où les fautes qui restent. Mais là t'as eu de la bonne matière pour ces dernières. Fécale, c'est ça. Jurassic World 2, Solo, Avengers Infinity War. En ce moment, c'est pas compliqué de trouver des choses. Non mais c'est ça, c'est pour ça. Rien que Marvel qui sort un film tous les 2 mois ou tous les 3 mois, enfin j'ai déjà un truc. Plus effectivement toutes les licences qui sont rebootées pour leur faire du mal. Il y a un mec effectivement dans un sous-sol d'Hollywood, enfin lui aussi c'est un pervers qui est en train de faire j'allais prendre cette licence, on va la refaire mais en moins bien. Voilà. J'ai une question convenue à te poser. Je t'écoute. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a des scénarios de plus en plus pourris alors qu'ils ont de plus en plus de thunes pour faire à cause de toi, Jeanne Margoulin. Explication, mon explication, et donc comme c'est la mienne, c'est forcément la meilleure. Ouais. En fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, quand il y a un effet spécial qui est raté, tout le monde gueule. C'est mais t'as vu dans la scène 3, le truc il est trop pixelisé. Souvenez-vous de Transformers, vous avez repris le même effet spécial qu'un autre film, enfin ça avait fait le tour. Donc les mecs on avait dit mais c'est scandaleux, blabla. On met un budget de fou sur les effets spéciaux. Sur le scénar, qui pleure? Oh le scénar c'était de la merde mais le film il était bien quand même. Moi j'y vais pour me vider la tête. Enfin t'entends les mecs te sortir les mêmes trucs que ceux qui regardent Love Story. Ouais bon je regarde Love Story mais ça va, c'est pour me détendre. Tu dis mais ça te coûterait pas plus cher d'avoir un bon scénario? Suffirait de le faire relire. Et là en plus les mecs ils dépensent du fric. Je reprends l'exemple de la scène de tout à l'heure avec les gars qui disent dans Jurassic World ça résiste aux balles, ce truc-là, et donc dans le 2, bah non, ça résiste plus aux balles. Vous avez dépensé du fric pour... Vous avez regardé le film qu'il y a juste avant, en fait. C'est le problème aussi qu'on évoquait sur Solo, c'est vouloir absolument lier tous les films entre eux, verrouiller les univers, tout expliquer, vouloir tout expliquer, plus de part de mystère sur rien. Et donc, je pense qu'il y a une checklist chez... Mais sur Rogue One, par exemple, le film est visuellement plutôt sympa pour un blockbuster. D'ailleurs, ce sont des techniciens, avant tout des techniciens et des designers d'effets spéciaux qui ont travaillé sur le film, puisque c'est Doug Chiang, le designer de la première, de la prélogie de Lucas, mais qui a continué à bosser pour Lucasfilm, qui s'est beaucoup investi sur Rogue One, et John Knoll, le responsable des effets spéciaux, un des grands responsables des effets spéciaux de Lucas, que j'adore parce que c'est aussi un des co-fondateurs, des co-créateurs de Photoshop, donc c'est quand même pas n'importe qui, un type formidable. C'est des gens qui viennent de la technique, c'est pas des scénaristes. Et on sent bien dans le film qu'ils ont envie de montrer plein de choses, mais moi je trouve personnellement, c'est mon goût personnel, mais je trouve que les personnages sont pas intéressants, sont pas attachants. Ils manquent de densité. Ils manquent vachement de densité parce qu'ils ont privilégié la forme au fond. Et dans ce qui a été fait sur la nouvelle trilogie, personnellement, Rogue One, je trouve que c'est un des meilleurs trucs parce qu'au moins formellement, dans la forme, c'est assez propre, c'est assez bien foutu. Mais moi, j'irai jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire demain, on me dit, parce que souvent, on fait un scénario pourri pour aller caser genre la scène de bataille ou des scènes impressionnantes. Demain, vous me mettez, il y a beaucoup de gens qui vont sur YouTube juste pour regarder des clips les uns après les autres. Enfin, mettez-moi au cinéma 2 heures de trucs super impressionnants,
pas la peine de vous faire chier à mettre un scénar dans ce cas-là. Allez jusqu'au bout. Une démo reel. C'est ça. Racontez-moi 5 ou 10 histoires exclusives qui durent 5 minutes, voilà, démo reel pour voir tel ou tel truc. Ok, c'est bon. Mais le problème, c'est que là, on veut absolument faire 2 heures d'histoire pour nous emmener à un truc super épique qui tient pas debout. Épique et collégramme. Ça me démangeait. Tu as fait Blade Runner 2049, je l'ai pas lu, mais pareil, encore un exemple typique d'un film qui se veut un hommage à un film emblématique de la SF. D'abord, quelle idée de vouloir rebooter, de faire une suite à Blade Runner. Je crois que c'était vraiment pas nécessaire. Ça, on est d'accord. Mais après, visuellement, c'est quand même. Mais voilà, tu as dit le mot, visuellement. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Le visuel, il y en a partout du super beau. Le film était vide. Mais c'est vide. J'ai trouvé qu'il était vide. Moi, je crois qu'il disait plein de choses. Il disait peut-être trop de choses. Il n'y avait pas de gens. Et la plupart des scènes, il n'y a personne. Ah, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui étaient bien. Alors, il y a plein de trucs qui sont achetés, c'est sûr. Surtout le fait de vouloir faire de l'histoire de base. On va pas faire de la critique de film de comptoir ce soir, mais n'empêche que je trouve que ce film, c'est pareil, c'est la forme avant le fond. Ils savent pas quoi faire des personnages ou raconter. Et c'est vrai que rebooter des choses qui ont été plus ou moins parfaite, parce qu'il n'y a pas à dire. Blade Runner, c'est un espèce de canon de ce qu'était ce type de film à son époque. Pareil pour Star Wars. Les 3 premiers épisodes, ils sont parfaits en tant que tels. Si tu veux, aujourd'hui, ce sont des vieux films, mais à l'époque, ça a été une mécanique qui a fonctionné parfaitement. Quel intérêt de rebooter tout ça? Le pognon, bien sûr. C'était donc ça. Mais c'est pour ça que je trouve que Marvel s'en sort mieux dans son Marvel Universe, parce qu'il n'y a pas d'antécédent. Parce que tout ce qui avait été fait en matière de trucs Marvel dans les années 80, c'était dégueulasse. Les Captain America, les Spider-Man, si vous revoyez les trucs de l'époque, c'était horrible. Donc là, et puis Iron Man, que je rêvais de voir quand je le lisais, moi, à l'époque, en bouquin, au début des années 80. Après, on aime ou on n'aime pas le film, mais ils ont réussi à mettre en image ce qu'il y avait dans la BD. Et ils s'en sortent mieux parce qu'ils n'ont pas ce passif d'excellence que la plupart des grandes licences essayent de rebooter. Les Aliens, les Blade Runner, les Star Wars et compagnie, les Indiana Jones. Si t'avais pas ce passif d'excellence, quand t'as pas ces magnifiques films qui ont été à l'origine de tout ce qui est rebooté aujourd'hui, ça passe mieux. Et je trouve que Marvel s'en sort mieux avec des films que j'aime moins que d'autres et des choses que je trouve moins réussies. Puis après, faut aimer les super-héros, parce que je connais les gens, ça emmerde les super-héros. Je comprends très bien, tu vois. Mais je trouve qu'ils s'en sortent mieux. Ce que j'aime, le vrai problème que j'ai avec les films de Marvel, et ça va faire un magnifique lien avec l'autre du connard, c'est que justement, il n'y a pas de méchants. Où sont les bons méchants ? Dans tous les films de Marvel, il n'y a pas de méchant emblématique. Alors que le dernier méchant emblématique, c'était celui de... c'était Heath Thanos, Ledger. quand même. Ouais, même pas. Il est nul, Thanos. Moi, j'aime bien. Je le trouve nul. Il est moins inconsistant que tous ceux d'avant. Moi, j'aime bien Rick de Pawn Shop. Moi, je trouve qu'il est quand même un personnage super. C'est vrai que moi, j'en ai vu très peu des Marvel. Le plus récent que j'ai voir, ça devait être Iron Man 2. Un des méchants, alors que pour un film de super-héros, c'est quand même fou. Donc, c'est pas comme James Bond, quoi. Tu vois, où à une époque, il y avait des méchants qui tapaient. On en revient à la base, et vous avez raison. C'est qu'en fait, si vous voulez un bon méchant, si vous avez un bon méchant, on va faire un bon héros pour le vaincre. Ouais. Or, ça va demander énormément de travail d'écriture. Ouais, les méchants, c'est et très du coup, dur on va plutôt faire plus simple. Le méchant et les méchants, on va détruire le monde. Voilà, pourquoi ? Parce que c'était dimanche, ils se faisaient chier. C'est ça. Mais vraiment, il y en a qui sont totalement... Du coup, les gentils vont l'arrêter. Bon. Par contre, je donne ça à Marvel. Moi, j'ai vu 2 des séries Marvel, et dans les 2 cas, les méchants étaient très très bons. C'était Daredevil de la saison 1 et l'excellent David Tennant dans Jessica Jones, qui fait Killgrave, qui est pour moi un des meilleurs méchants que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Donc, moi, je suis un grand partisan des vrais méchants qui tentent d'être efficaces. Parce que le problème des méchants, c'est qu'ils tentent pas à être efficaces pour laisser une chance aux gentils. Et encore une fois, c'est un vrai problème. Voilà, c'est un vrai problème d'écriture qui est que aujourd'hui, on pourrait même d'ailleurs prendre, si on parle de Marvel, je prends Civil War. Civil War en comics aborde énormément de choses. J'ai pas lu énormément de comics, mais j'ai eu celui-là. Effectivement, il aborde une question qui est intéressante, c'est faire la justice soi-même. Qu'est-ce que ça implique, qui est un bon sujet. Qui fait la justice des justiciers, etc. Enfin, bref, c'est intéressant. Transformé en film, les mecs, faut que ça tienne en 1h30, alors on est parti, et puis ça devient juste une histoire. Ça tient pas en 1h30, c'est plutôt 2 heures, voire 2h15. Les films sont quand même assez longs. Touche pas à mon Bucky, donc qu'est-ce que je regarde ? Moi, je l'ai pas vu le film. J'ai dû aller voir ta chronique après d'ailleurs, mais moi, je me souviens d'avoir vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, tout ce que ça me vendait, c'était une baston à 2 ronds entre mecs sur un parking de supermarché. C'était ça. De toute façon, c'était vendu comme un Captain America d'ailleurs. Mais justement, toujours je me disais, mais ils ont tout évacué. C'est quoi le putain de rapport avec le comics ?
comics Ah, mais il y en a pas. dont ça vole le titre. On va pas faire des chroniques sur tous les films. Tout ce que je veux dire, c'est que Allez sur mon blog. j'ai Frédéric sur le chat qui nous dit que le Captain America de la Canon dans les années 80 était super. Oui, c'est un Albert Pyun d'ailleurs, il était plutôt pas mal. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu à l'époque et c'est vrai que c'était pas mal. Il y a plein de gens dans le chat qui nous parlent de leur lecture de ton blog et que certains préfèrent certains billets ou d'autres. C'est assez rigolo. Il y a deux écoles. Hein. J'ai ceux qui viennent vraiment pour le cinéma, ceux qui viennent plus pour la société ou d'autres choses. Voilà. Alors c'est ça que je voulais étendre la description de ta prose, puisque on va peut-être parler un peu de ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie tous les jours, parce que comme tu le disais, tu ne fais pas que écrire un blog. Alors il y a ce que je fais, puis il y a ce que j'ai fait, parce que j'ai fait plein de choses, et entre autres, si je parle de société, c'est aussi parce qu'à une époque, j'ai travaillé dans la politique. Pas mal. Oh. Elle est sympa, Marine. Écoute, l'autre matin, je me suis réveillé à côté d'elle, je lui disais encore. Donc, non, mais alors, ça dit, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des lecteurs de l'extrême gauche à l'extrême droite qui viennent me lire. Ceux d'extrême droite savent bien que je suis moins de leur camp. Même si j'ai des gens d'extrême gauche qui m'accusent de l'être. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là et du coup, je parle de sujets de société, je parle de sujets politiques. En fait, tu es passionné par l'histoire. L'histoire, la politique et tout. Alors voilà, j'ai commencé comme prof d'histoire. Alors on va tenter de faire vaguement ma carrière. J'ai commencé comme prof d'histoire. Passons les détails. Ensuite, je me suis retrouvé justement conseiller d'un homme politique. Alors, passer de prof d'histoire à ça. Mais bon, j'étais engagé. À quel homme politique ? Tu as le droit de le dire ? Non, je ne le dirai pas. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, il est à la retraite aujourd'hui, donc tout va bien. Mais voilà. Et tout le monde est en train de faire des complots, genre. C'est ça. C'est pas. C'est intéressant. Ensuite, Jean-Marie, si tu nous écoutes. Ensuite, tu le conseillais pourquoi ? Tu lui écrivais des discours ? Oui, c'est quoi le travail d'un conseiller ? Alors, ça dépend de quel. Alors, il y a plein de travail, ça dépend de ce que vous êtes conseillé. Là, vous conseillez, il y a le travail officiel, puis il y a le travail officieux. Oui. On va pas se le cacher. Et il y a un travail officieux qui s'appelle sniper. D'accord. Sniper, c'est il faut attaquer le gars d'en face, trouver les angles d'attaque, et il faut savoir où le sniper d'en face va surgir pour pouvoir contrer. Exactement, contrer avant qu'il attaque. Le problème, c'est que les hommes politiques étant stupides, tu peux leur dire tu vas te faire attaquer là-dessus, jamais ils suivront. Et c'est pas juste le mien. Hein. Je fais dans des réunions de pas mal d'hommes politiques, dont des hommes politiques. J'ai même fréquenté des candidats à la présidentielle de cette année. Ah ouais, quand même. Et je vous cache pas que il y avait du niveau conneries quand même. Hein. Il y en a. On donnera pas de nom, mais sortis de leur discours, c'est comme tout. Hein. C'est souvent on me dit tel homme politique il est génial. Mais oui, tu le regardes dans un contexte où il a pas de personne pour le contester. Mais alors, tu veux dire que tu faisais comme Pénélope Fillon Oui, j'étais payé à rien foutre. Rends l'argent au dieu connard. Voilà. Non, mais effectivement, donc moi j'avais un vrai boulot, je faisais des vrais trucs tous les jours. J'avais des horaires de bureau. Mais comment tu fais ? Je veux dire, tu fais des recherches. Et à côté de ça, effectivement, il y a la partie militante. Donc moi j'avais ma partie bureau, mais il y a la partie militante. Donc si on est sérieux, c'est quoi la partie bureau ? T'écris des textes, la partie bureau, c'est la partie communication en fait. C'est vraiment une vraie partie où on s'occupe de discours, de lettres, on reçoit les lettres. Si demain vous envoyez une lettre à votre homme politique... Le community management ? À l'époque, ça n'existait pas, mon jeune ami, vous savez. Ben oui. Oui, c'était fini, tout ça. Je m'en souviens. On avait une orange à Noël et on était bien contents. Exactement. Mais bon grand âge... Mais plus sérieusement, il y a une partie communication. Demain, vous envoyez une lettre à un homme politique, c'est pas lui qui ouvre tout son courrier tout seul. Genre, aujourd'hui, le petit Jean-Jacques me dit cher Emmanuel Macron, je te hais, tu vas mourir. Voilà, envoyez-lui le GIGN, vite. Donc voilà, c'était moi qui appelais pour envoyer le GIGN. Et plus sérieusement, voilà. Donc il y a ça. Et puis après, il y a la partie militante. La partie militante, c'est vraiment la partie recherche. Et on trouve des choses intéressantes, mais vraiment très intéressantes. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur des candidats qui prônent des choses qui font exactement l'inverse. Mais ça marche aujourd'hui, du coup, c'est mon jeu. Aujourd'hui, je le fais encore, je fais des recherches. Si vous voulez faire un grand jeu, tous à faire chez vous, qui est facile, vous prenez le candidat que vous aimez et vous allez regarder les statuts de son parti. Et vous regardez s'il applique chez lui ce qu'il prône. Parce que s'il ne l'applique pas quand il a la possibilité de le faire, il y a peu de chances qu'il le fasse quand on lui fait une promotion. Il y a une émission où ils font ça beaucoup, c'est quotidien. C'est un peu leur jeu de prendre en défaut les politiques qui disent un truc un jour et se dénient. Ouais, mais là, c'est les statuts. C'est vraiment les statuts. Je sais pas, moi, je vais me regarder le statut d'un média participatif, machin. Et quand tu regardes le statut, je dis, mais en fait, c'est comme l'actionnariat de chez Facebook avec les actions de classe A et de classe B. C'est ça. C'est-à-dire qu'on leur a dit, tu prends des parts et tu seras propriétaire. Voilà. En fait, t'as pas le droit de vote. T'as pas le droit de vote. C'est-à-dire que même une boîte d'actionnaires un peu basique offre plus de droits que pour ce média qu'on ne citera pas.
Voilà, mais c'est ça, j'ai fait cet exercice tout con, exactement que tu disais. Je suis regardé sur leur site, j'ai dit, statut, machin, règlement, je suis regardé le truc. En plus, il n'y avait pas beaucoup de texte, donc Quel site Non, mais un média. Un média. On donnera pas le nom. Un média comme Un média. Ah bon, bah ouais, mais alors vous ne dites rien ce soir, mais vous savez, on est sur du podcast, on a le droit. Il y a un parti qui n'est pas du tout lié à ce média, qui, par exemple, prône beaucoup de démocratie, et en fait, il n'y a pas d'élection en interne chez eux. Parce que la démocratie, c'est bien, mais chez les autres, en fait. Ouais, c'est mieux chez les autres, toujours. Donc, c'est pour ça. Mais donc, ce média et ce parti qui n'y est pas lié, on n'en parlera pas. D'accord. Donc, alors... Cherchez média et parti palier, je crois avoir compris. C'est subtil, hein. Je pense que tout le monde arrive avec ses gros sabots, genre, alors ça te plaira, tu as donc fermé cette porte. Exactement, parce qu'après avoir vu les coulisses de la politique, je vous cache pas qu'on finit par claquer la porte. Bon, cela dit, ça aide à rester cynique. Et du coup, c'est pour ça que tu es passé à la matière fécale cinématographique. Exactement. Pour avoir un point commun. Et voilà, et après j'ai fait différentes choses. J'ai été patron et aujourd'hui, donc j'interviens dans des facs pour enseigner des matières où j'ai même pas de diplôme. Ça qui est bon. Parce que c'est la preuve que je suis un vrai voleur. Donc moi j'ai des niveaux de barde comme personne à cette table. Je veux dire que j'ai 4 points de compétences dans toutes les compétences quand je fais semblant. Et une harpe plus 25 il a beaucoup de charisme là, c'est ça. Plus un de bonus quand je joue de la harpe derrière pour tout le monde. Et donc voilà, donc je fais des interventions dans les facs, mais le gros de mon boulot maintenant c'est d'écrire des bouquins. Oui. Et tu en as déjà fait 2. Exactement, j'en ai même fait encore, et j'en ai d'autres à sortir chez d'excellentes maisons d'édition. Je sais pas si on les citera. On va en parler, mais j'irai voir leur statut. Déjà, tu as 2. Tu as raison. Il faut. Tu as 2 livres qui sont sortis sous le label Audio Connard. Exactement. En tant qu'Audio Connard. Plus un petit best-of tout mignon. Mais ça, c'est chez qui ça ? Ça, c'est chez Point. C'est une belle maison d'édition. C'est une belle maison d'édition. D'ailleurs, ils ont fait des jolies couvertures façon un peu Apple. J'aime bien. Tu te souviens des pubs Apple Oui, mais c'est ça, exactement. Mais où je danse avec mon iPod. Voilà, c'est ça. Sur fond de couleur. Mais il faut savoir que c'est des photos en fait. Hein. C'est pas des couvertures graphiques. Ils m'ont juste filé un iPod, ils m'ont laissé danser. C'était parti. C'est ça. Je veux absolument avoir des photos de cette. La couverture du je pense que je ferai la future image du podcast avec cette idée-là. Une silhouette noire sur un fond de couleur criarde. Si tu veux, je peux danser. Oui, je veux bien que tu danses. D'un point de vue marketing, les éditions Point, enfin, un excellent travail. Non, c'est très bien. Non, c'est très chouette. D'ailleurs, vous trouverez toutes les références sur ces livres sur le blog, directement sur le blog unaudioConnard.com. Très pratique, qui s'appelle Être un audio connard en soirée. Et voilà, briller en soirée, être audio connard. La vie c'est bien, le cynisme c'est mieux. Ouais. Exactement. Qu'il est bon d'être mauvais. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers livres que tu as sortis, mais maintenant tu écris des romans et tu vas sortir un roman en octobre, je crois. Ça s'appelle Au service de Sa Majesté la Mort. C'est beau, hein. C'est le premier volume de l'Ordre des Revenants. Et c'est marrant, j'ai l'impression de connaître l'éditeur. Oui, alors l'éditeur, mais qui est alors, cet éditeur ? L'éditeur, c'est Castelmore. D'accord. Et Castelmore, c'est un des labels des éditions Bragelonne que dont je suis l'heureux cofondateur. Bravo. Et donc, c'est le label de littérature jeunesse. Enfin, jeunesse, young adulte, alors, si on veut. Je tiens à préciser quand même que l'Audio Connard a écrit des romans jeunesse. Ce que je trouve quand même c'est vrai. Alors j'ai fait de l'historique, rappelons-le aussi. C'est pas sous le nom Audio Connard, c'est sous le nom Julien Hervieux. Il faut le signaler parce que si vous cherchez ce livre au nom d'Audio Connard, vous ne trouverez pas. Et c'est pas du tout de l'Audio Connard, hein. Justement, au contraire, l'Audio Connard a fait toute la critique de ces trucs-là en disant que c'était scandaleux. Tu fais l'inverse. Et voilà, mais moi mon truc c'est vraiment l'exercice de style, c'est-à-dire que j'aime essayer différentes choses. Alors ce qu'il faut dire aussi, parce que on va encore me dire que je fais de la promo pour les gens qui bossent dans ma maison d'édition, c'est quand on a contacté l'Audio Connard, on l'a contacté pour son blog Audio Connard. Et j'ai appris qu'il y a quelques jours seulement qu'il avait fait un bouquin pour nous. C'est une totale coïncidence. Je tiens à dire que j'ai appris avant-hier que le cofondateur serait autour de la table. Voilà. Donc, en fait, on est nuls. On peut le dire. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est un heureux hasard parce que alors le bouquin que je vous montre à la caméra, c'est ce qu'on appelle des épreuves non corrigées. C'est-à-dire que c'est un tirage que l'on fait du livre non corrigé, comme c'est indiqué, et qui est envoyé aux libraires qui vont pouvoir se donner une idée du livre, du contenu du livre, et on l'espère en commander beaucoup plus pour le proposer à la marmaille qui va se jeter dessus avec appétence. Alors là, joli. Alors, et puis là-dedans, entre les mains des blogueurs. Donc ce n'est pas la couverture définitive, même si elle est, cela dit, très jolie. Alors moi, je veux savoir de quoi ça parle. Ben oui. De quoi maintenant, il faut nous le pitcher. Ça s'appelle Au service de Sa Majesté la Mort. Si t'aurais écrit un bouquin qui s'appelait les arcs-en-ciel et les petits poneys, j'aurais été surpris. Non, mais ça rappelle James Bond. Au service de Sa Majesté, c'est le. Exactement.
le mojo de 007. Exactement. Donc, bon, juste, encore une fois, j'insiste. Moi, j'aime l'exercice de style, et ça, c'en est un pur souche. C'est-à-dire qu'un jour, une amie m'a dit, les trucs jeunes adultes, j'aimerais bien savoir si tu serais capable d'en faire un. Mais allons-y, ma grande, tu vas voir. Et donc, de quoi ça parle ? Eh ben alors, en fait, dans beaucoup de trucs jeunes adultes, les gens, c'est des vampires, ou c'est « Ah mon Dieu, j'étais une jeune fille, et puis soudain, je suis devenu un vampire, et un machin. » Là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils deviennent autre chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trompes-la-mort, les gens qui arrivent à vaincre la mort a ses services secrets, donc son contre-espionnage, qui est chargé d'aller défoncer la gueule des gens qui lui ont échappé. Parce que la mort, elle aime les comptes, il n'y a que deux choses qui sont sûres, les impôts et la mort. Voilà, et bon, il y a eu beaucoup de bouquins sur l'URSSAF, et moi je fais un bouquin sur la mort. Voilà. Quand t'as un monopole, faut savoir l'entretenir. Exactement. Et donc ça commence en 1887 avec une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, qui est londonienne, qui se prend une bonne balle, parce que moi j'aime bien tuer mes personnages, ça me fait marrer. Dès les 2 premières pages. Et qui effectivement se fait recruter une fois qu'elle est morte, par les services secrets de la mort, qui lui disent maintenant ma grande, tu vas aller t'occuper de chasser les gens qui ont échappé à la mort. Ça me rappelle la série où il y a une jeune fille qui est embauchée par la mort. Oui, Dead Like Me, effectivement. Sauf que là, on n'est pas sur la partie comique, elle n'a pas à toucher des gens, quoi que ce soit. Aussi. C'est juste effectivement vraiment un côté la personne échappée à la mort va lui coller une grosse balle dans la tête. Il y a un côté Pratchett aussi dans cette. Il y a des choses, et surtout il y a un côté sur les méchants, alors qu'on aura l'occasion. Terry Pratchett. Excellent, Terry Pratchett. Enfin des méchants. Mais il y a des méchants, et effectivement après il faut voir l'intérêt des méchants. Donc ça c'est des choses qui se développent. Mais j'ai justement essayé de sortir des méchants des sentiers battus qui sont juste. Moi je dis totalement différent. Ça me fait penser à l'univers un peu de Bleach. Je sais pas si ça t'a influencé. Je connais, mais je connais de nom. J'ai pas trop regardé. Il y a aussi un univers où des personnages tournent autour de la mort. C'est Shinigami, c'est Shinigami. Ça, c'est un mythe japonais. Là, c'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est une série d'animes japonaises de très bonne qualité d'ailleurs. L'idée, c'est que les personnages, c'est de faire quelque chose où c'est gris, c'est-à-dire où il y a pas vraiment de gentil et de méchant. C'est-à-dire que là, le boulot, il est juste dégueu. Faut aller buter des gens. Voilà, d'accord. Il y avait quelque chose comme ça, que c'est Scully Forbury ou Artemis Fowl aussi, où c'était un peu dans ce côté gris. C'était jeune ado aussi, et c'était qui sont aussi des très bons romans que je conseille, qui sont c'est pas ou que les gentils et que les méchants, et il y avait des très bons méchants dans Artemis Fowl, je me rappelle. Donc on aura l'occasion de développer ça, mais voilà, donc les services secrets de la mort. C'est un petit côté steampunk ou pas dans Alors non, ça n'est pas steampunk, ils n'ont pas de gadgets magico-magiques à base de vapeur. Donc ils ont le matériel d'époque, ils ont les problèmes de l'époque, ils ont les problèmes de communication de l'époque, mais ils font avec ce qu'ils ont. Donc, alors c'est à lire à partir de quel âge ? Oh bah écoutez, moi j'ai envie de dire qu'à partir de... il n'y a pas d'âge quand on aime, mais à partir de 13-14 ans déjà on peut commencer à s'y mettre. D'accord, donc ok, c'est vraiment pour les ados quoi. Et avant, sur le 8-12 ans, j'ai écrit... Moi je fais par tranche d'âge, comme ça à la fin je vais couvrir toute la population. Du 8-12 ans. Mais j'ai fait du 8-12 ans. Et après tu feras du 77-80. Alors, donc c'est chez Poulpe Fiction. C'est le Poulpe, d'accord. Voilà, et donc le Poulpe, et donc là ça s'appelle Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, et vous notez qu'il y a quand même un schéma, je fais que des bouquins sur des méchants. C'est pas mal. Pourquoi pas, ouais. C'est mon obsession. Donc voilà, où cette fois c'est un apprenti Seigneur des Ténèbres qui en a un peu marre de devoir être Seigneur des Ténèbres et qui décide que bon allez, il va faire ses devoirs vite fait, il va kidnapper la princesse tout de suite, comme ça sera plié, parce que c'est ce qu'on lui demande, et puis voilà, évidemment ça ne se passe pas comme prévu, et il découvre que en fait les gentils et les méchants, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc on en revient à cette histoire de gris. Je fais ma propagande dans ces ouvrages, c'est terrible. Quel manipulateur, mais c'est honteux. Et voilà, et après j'écris des choses historiques, il y avait À la vie à la guerre, donc livre numérique. Et puis il y a les vidéos que je fais sur YouTube. Eh bien, on va en parler tout de suite. Les vidéos que tu fais. Alors des opérations. Et donc, tu parles là d'une autre de tes passions qui est la guerre de 14. Alors effectivement, la Grande Guerre. L'histoire de manière générale, et ma spécialité, c'est la guerre de 14, puisque c'est une guerre où, finalement, quand on parle de guerre mondiale, tout le monde pense à la deuxième, parce que les jeux vidéo, c'est la deuxième guerre, ça bouge. Battlefield 1 avait fait le pari de dire on va prendre la première guerre, et effectivement, puis il n'y a pas de nazis durant la première guerre. On chier ces nazis. Moins drôle. Et pourtant, il y a Adolphe dedans quand même. Mais bon, pas pareil. Donc, mais il y a de la moustache. Par contre, ça, si vous aimez la moustache, il y a de la moustache. Mais effectivement, en fait, il y a une guerre présentée de manière très scolaire, c'est-à-dire une guerre où chacun est dans une tranchée face à face, ça bouge pas, et les mecs ils se comptent les poux, et de temps à autre, on fait une attaque en chargeant. Ouais, on va mettre un peu de son parce que ça va vous donner une idée de l'ambiance. Et on va mettre le son d'un épisode du petit théâtre des opérations sur YouTube. Alors, pas mal d'abonnés, 23 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, l'épisode Le Petit Théâtre des Opérations, Albert Roche, le Captain America français, dont on me disait sur le live que c'était l'épisode préféré d'un de nos followers là ce soir.
C'est 92 000 vues, hein, c'est pas mal. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je fais une division entre Facebook et YouTube. Donc il y a des vues pas prises en compte. Et sur certaines vidéos, on a atteint le million. C'est formidable. Et le ministère des Armées l'a reprise. Excellent. Donc on a eu Albert Roche qui a été repris. On a eu ils ont repris les marins en 14-18 qui font de la résistance. La bataille de Stone a été reprise par le ministère des Armées. La Légion étrangère a participé à faire une vidéo, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans leurs archives me chercher des documents. Ah, génial. Donc voilà, et donc ça a atterri sur le bureau de généraux. Donc il y a des généraux français à l'état-major. Il faut dire que c'est super passionnant. Voilà, quand l'audio connard. Ce sont en effet, c'est signé par l'audio connard. Ce sont des vidéos qui sont d'une dizaine de minutes, entre 8 et 10 minutes. C'est ça, c'est 8 minutes à peu près. Et alors, c'est sous forme de... Alors, vous entendez ce bruit de projecteur qui, tout au long, comme si c'était un vieux film qui était projeté. D'ailleurs, tu as des rayures et des craquelures. Et ce sont... c'est du diaporama, c'est des diapos. C'est du cinéma muet. C'est du cinéma muet, voilà, c'est ça. Et avec des panneaux et des petites animations très simplistes, etc. Mais quand je vois le truc, ça doit quand même représenter beaucoup de travail. C'est plus la partie recherche qui est la partie la plus longue, parce qu'en plus, il y aura toujours quelqu'un pour contester. C'est-à-dire que dans les commentaires, toujours quelqu'un qui me dit c'est pas vrai et qui me donne une source, à raison. Et en fait, c'est parce que même les historiens sur certains événements sont pas d'accord sur. Donc c'est jamais simple de devoir trancher. Après, faire le montage, oui, il y a du boulot, mais c'est pas. Est-ce que tu veux nous donner un de tes trucs? Avec quel logiciel tu fabriques ça? Je prends mon petit Adobe Premiere, sur Adobe Premiere, voilà, ouais. Donc voilà. Tu as trouvé une sorte de méthode qui te permet de le faire simplement ou c'est très compliqué? Non, c'est pas très compliqué. Je me suis fait tous mes éléments sous Photoshop. J'ai récupéré un truc de craquelure libre de droit, etc. Et puis j'ai fait mon montage. Oui, alors conseil pour les vidéastes qui ont besoin de stock shots, de craquelure comme tu dis, ou d'effets de fumée ou de tas de choses à utiliser sous Adobe Premiere ou sous Adobe After Effects, parce qu'il y a des gens qui utilisent aussi ça. YouTube est une mine sans fin de stock shots gratuits, textures, animations gratuites, etc., etc. Souvent sous fond vert, donc on peut incruster facilement dans une vidéo. Voilà, allez sur YouTube si vous cherchez un effet de fumée, un effet de voilà. Il y a une très bonne vidéo de Jean-Claude Van Damme aussi sur fond vert. C'est très utile. Très utile, mais beaucoup moins pour le petit théâtre des opérations. Cela dit, moi j'ai une chance énorme, c'est que même d'ailleurs Gallica, j'avais un petit article chez eux, mais donc Gallica, de la Bibliothèque nationale de France, ils ont une collection d'images à utiliser qui est énorme, et comme ce sont de vieilles images, voilà, on peut s'en servir, suffit de les citer. Et pareil, j'utilise des archives allemandes pour les images. Ouais. Et puis à force on finit par trouver suffisamment de choses. De temps à autre, quelques images d'un film, mais vraiment avec le droit de citation, quelques secondes, je suis un garçon gentil. Mais d'ailleurs, pour les citations, j'y pense, parce que tout à l'heure, il y avait une citation de personnage historique, j'en avais une à laquelle je pensais, qui est de Paul von Lettow-Vorbeck, qui est le seul général, qui est le seul général allemand qui n'a pas été vaincu durant la Première Guerre mondiale. Il était en Afrique, il a fait chier tout le monde en fait. et comme il est rentré invaincu, c'était un héros, et Hitler lui a dit il faut que tu viennes bosser pour moi. Il a refusé. Et des années plus tard, il y a un journaliste américain qui s'est rendu auprès de l'assistant de Paul Lettow-Vorbeck et qui lui a demandé mais est-ce que c'est vrai que quand le général a refusé, il a dit allez vous faire enculer à Hitler? Et le mec a répondu non, il l'a pas dit aussi poliment. C'est Hannibals39 sur le chat qui nous dit que ses élèves de première ont adoré la vidéo sur le Captain America français. Ah, mais écoutez, excellent choix. Mais Albert Roche, vraiment injustement méconnu. Voyons, on parlait de films, on a des histoires extraordinaires qui existent et qu'on pourrait raconter. Mais non, c'est vrai qu'en France, nous, on préfère le cinéma, c'est un petit peu social. C'est-à-dire que nous, si on fait un truc pour la guerre mondiale, ça sera il est seul dans sa tranchée. Il vient de se découvrir homosexuel et il doit en parler à ses amis. Jean Mouloud, son ami venu de... Je connaissais pas tes vidéos et je vais aller y jeter un coup d'œil, d'une part parce que c'est un chouette sujet. Hein. Abonne-toi. L'histoire et oui, il faut s'abonner. Pouce bleu, une cloche, un commentaire. Roche, je me demande si je l'ai pas moi justement croisé dernièrement sur je suis un autre gars sur Twitter qui lui fait des fils où il raconte des histoires. Ouais. C'est un Guillaume quelque chose, j'oublie tout. Oui, qui raconte des histoires historiques. Ouais, voilà. Je vois. Avec des trucs, c'est pareil avec des soldats improbables. Mais c'est ça. Mais justement, il a raconté hier celle de. C'est ça. Oui, de Roy Benavidez, si je me trompe pas. Et Roy Benavidez, je l'ai raconté au début du mois au Geek Ferries, justement. Voilà. Et c'est des trucs, on se dit, mais non, mais sérieux, enfin, on vend ça comme scénar au cinéma. Je vais quand même dire, les gars, vous tirez un peu là quand même. Ce serait mieux Albert Roche avec une super affiche incroyable que les aventures de Tom et Nana en film, parce que là, faut arrêter avec les BD françaises. Mais Roy Benavidez, justement, il a été décoré par Reagan, qui était quand même acteur, et le mec, Reagan lui a dit au moment de la cérémonie, si Hollywood en faisait un film, personne ne voudrait
voudrait y croire. Et c'est vrai, le mec, il est mort 15 fois en fait, à peu de choses près. Donc c'est quand même un mec, juste pour anecdote, on va juste faire le début. Il part au Vietnam, il saute sur une mine. C'est bon, voilà. Il sort, vraiment, il arrive, il saute sur une mine. On lui dit bon bah t'as plus de jambes, enfin t'as des jambes mais elles marchent plus. Et puis on le met dans une salle d'hôpital. Et là il se passe le truc. C'est-à-dire que à la télé, il voit des hippies qui font la guerre au Vietnam, c'est trop nul, et des drapeaux qu'on brûle, et ça le fait chier. Alors il rampe, et toutes les nuits il s'entraîne, et finit par se mettre debout, et 3 ans plus tard il retourne au Vietnam, et là, bon, je fais pas la suite de l'histoire, mais il fait un truc improbable, il va sauver 12 hommes avec un couteau. C'est Forrest Gump, mais le Forrest Gump. Non, c'est Forrest Gump qui a mangé Forrest Gump. C'est transformé en passoire. Et ouais, il se prend des tonnes de coups, il se retire une baïonnette en disant allez tiens, maintenant prends mon couteau. Enfin, on fait un arsenal rien qu'en retirant tout ce qu'il a gardé dans le corps. Enfin, voilà. Donc, et tous ces mecs-là, effectivement, donc moi je prends grand plaisir à raconter ces histoires. Je sais qu'effectivement dans des écoles, donc je suis content de lire que ça a été diffusé en classe première. Oui, bien sûr. Mais je sais que dans des écoles et dans des musées, justement, il y a des diffusions de ces trucs-là parce qu'on m'a demandé l'autorisation. Bon, et d'ailleurs, je le dis aux gens, hein, je ne touche pas d'argent avec ces vidéos, donc je vous le dis tout de suite. Donc si les gens tu les as pas monétisées. Non, je refuse de monétiser. C'est comme le blog, il n'y a pas de pub sur le blog. Et pourquoi il n'y a pas de la pub. Il n'y a pas de pub sur le blog. Putain, c'est agréable. Et en fait, je paye pour ne pas avoir de pub, hein, parce que la version gratuite de WordPress, avant, j'avais une petite pub qui s'affichait dans les commentaires. C'est vrai. Et on m'avait prévenu parce que moi, je la voyais pas. Moi, je paye aussi. Voilà, donc je paye pour ne pas avoir de pub. Tout à fait. Et l'argent, je l'ai soit en vendant des livres, mais pour le blog, si je touchais de l'argent, je prendrais un risque, parce que sur le blog, je parle de sujets polémiques, je parle de sujets de société et politique. Si demain je touche de l'argent, ça veut dire que je vais prendre moins de risques. Parce que je vais dire, oui, mais si j'ai envie de payer mon loyer ou autre, voilà. Donc, à un moment, son intégrité, elle a un prix aussi. Et pour le petit théâtre des opérations, j'estime que faire de la pub avant une histoire où on a tué plein de gens, bon voilà, même si j'en rigole, on va éviter. Et accessoirement, je m'étais dit éventuellement si un jour je fais un Tipeee ou un truc du genre, je le ferai que pour le petit théâtre des opérations parce que là-dessus il n'y a pas de question polémique ou politique. Mais voilà, le but du jeu c'est d'être un peu clean. Et puis après je vends des livres si vous voulez soutenir les gens. Achetez des livres. Bien sûr. Mais tout à fait. Alors moi, tiens, tu me permets de rebondir sur 2 choses car l'actualité est brûlante lors de ton père. Et je viens de recevoir un message de notre ami @curpeo, CURPEO, qui est Nicolas, puisque c'est son pseudo Twitter, et Nicolas nous dit on a un coucou d'un certain Michael, vous vous souvenez de Michael qui est venu de chez Intel, de Vince, son associé Vincent et de Nico, qui souhaite à toute l'équipe un odieux podcast et un bel épisode. Et oui, LTP, le buffet est au top. Car j'imagine que c'est la première question que tu poseras. Et il avait raison, il te connaît bien. Il est très fort. Dis-lui de m'en mettre de côté. Et alors, je vous laisse. J'ai un gros gâteau qui se prépare, donc il sera pour nous. Il te nargue en plus. Oui, bravo. Il nous nargue. Et alors, tu parlais donc de la publicité sur YouTube. Oui. J'en profite pour rebondir sur le fait que ça y est, YouTube Red est arrivé en France. Et évidemment, je me suis abonné. C'est 3 mois gratuits. Ton père, 3 mois gratuits. Mais est-ce qu'après tu vas te désabonner Bien juste sûr. Quelle honnêteté, c'est merveilleux. Alors 3 mois gratuits, profitez-en parce que c'est un bonheur de profiter de YouTube sans les pubs, du contenu supplémentaire de YouTube et surtout la grande nouveauté, c'est que l'application YouTube, vous savez quand vous lisez un contenu et souvent c'est de la musique. Quand vous lisez un contenu sur YouTube et que vous fermez votre téléphone, c'est pas comme l'autre lecteur MP3, ça arrête l'application, c'est énervant. Et bien là, maintenant, grâce à YouTube Red, quand vous êtes abonné, vous pouvez éteindre votre téléphone et ça continue à jouer de la musique. T'auras plus à faire des techniques de ninja pour pouvoir garder ton portable. 3 questions. Et je termine. Tu veux savoir le prix ? C'est une de mes questions. Alors vas-y. Première question, ça coûte combien ? Je vais te le dire. Deuxième question, est-ce que les gens qui font des vidéos YouTube, est-ce qu'ils touchent quelque chose ? Probablement. Troisième question, je l'ai oublié. C'est pas grave. Si, ça y est, je l'ai. Sur combien d'appareils tu peux installer le truc ? Est-ce qu'il y a une synchronisation entre les appareils ? Première question, combien ça coûte ? C'est assez cher. C'est 15,99 € par mois. Je trouve ça vraiment exagéré. Vaut mieux prendre un abonnement à... C'est pas la même chose, c'est différent. Bon, deuxième question. Tu me demandais si les gens qui ont des vidéos sponsorisées touchent. J'imagine qu'une partie de ton abonnement sert à ça. Je le présume, c'est quelques dixièmes de centimes de ton abonnement qui vont aux vidéos sponsorisées. Et là, pour le coup, comme tu payes,
comme tu payes, c'est vraiment de l'argent qui tombe sonnant et trébuchant dans les caisses de YouTube et qui peuvent redistribuer. Troisième question, tu me disais sur combien d'appareils tu peux synchroniser ça? Sur combien d'appareils tu peux installer l'appli? À partir du moment où tu es logué sur ton compte Gmail, tu as du YouTube Red sur toutes tes machines sur lesquelles tu es logué en tant que... Ouais, mais alors je vais te poser la question différemment. Est-ce que tu peux te loguer simultanément? Alors, j'ai pas fait le test. Ça vaudrait le coup de faire le test du multi-écran. Comme Netflix, puisque évidemment, Netflix, quand tu es abonné, c'est 4 ou 5 tu as qu'un seul écran quand c'est l'abonnement de base. Mais si tu veux plus cher, si tu payes plus cher, c'est-à-dire 10 ou 12 ou 14 euros, je sais plus, tu peux utiliser 4 ou 5 abonnements, 4 ou 5 écrans en même temps. Quelque chose comme ça, ouais. Alors, ça, sur YouTube, j'ai pas encore testé, mais en effet, ça vaudrait le coup de voir la chose. C'est de toute façon très convaincant, YouTube Red. Je trouve quand même c'est très cher parce que c'est pas un contenu qu'on vient chercher spécifiquement, mais c'est plutôt une découverte à YouTube. On vient pas pour regarder spécifiquement le contenu que vend. Tu payes pour arrêter de te taper ces saloperies de pub. Et tu viens quand même pour te regarder. Non, mais pour un confort. Bien sûr, mais évidemment. Mais donc vous n'avez pas besoin de vous abonner à YouTube. Si vous venez voir le petit théâtre, il n'y a pas de publicité. Mais parfois YouTube t'en colle quand même. Ouais, parfois moi je mets tout le monde en premium comme ça d'entrée de jeu. C'est mon côté grand prince. Merci Audio Connard. Allez petit peuple. Je régale ce soir. Mister D, en tout cas, je suis très mécontent que tu te sois abonné, sache-le. Tu dépenses ton argent. Mais oui, mais pour l'instant, c'est gratuit. Je ne paye rien. Et non, mais je te connais. Très honnêtement, je suis pas certain que je resterai abonné taper sur les doigts YouTube à la rentrée si c'est pas des abonnés. Exactement. Non, j'ai commencé il sera enfin disponible. Voilà, c'est ça. Téléchargement. Sur YouTube Red. C'est ça. C'est ça. Il sera tout de suite en fait sur YouTube Red. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. On va continuer à parler avec un Audio Connard. Alors pour toi. Je vais revenir un peu sur les critiques de films. Ouais. Quelle est celle qui est le plus chère à ton cœur? La critique vraiment que je préférais faire quelque part. Ouais. Vraiment, je dirais que Prometheus. Alors, je vais citer deux choses qui sont différentes. Vraiment, celle où vraiment je me suis déchaîné, c'était Prometheus. Prometheus, vraiment, c'était tellement honteux cette merde. Est-ce que t'es un grand fan de Alien à la base? Non, même pas. C'est qu'en plus, c'était un film pareil, j'avais pas prévu d'aller le voir. Hein. Et on m'a dit non, Prometheus, faut aller le voir. C'était quand ça? C'était il y a quelques années. Toi, t'écoutes trop tes amis. Ah non, mais c'est pas mes amis, justement, c'est des gens qui m'aiment pas qui me disent d'aller voir ce genre de film. Il lui a 50 Shades of Grey masculin. Chaque scène de ce film était une honte, pétée d'erreurs. Mais vraiment, chaque scène, la première scène, déjà, il y a des choix, genre bon, on va prendre un mec pour jouer un vieux. Tu pourrais prendre un vieux. Non, je vais prendre un jeune et je vais le grimer parce que j'ai de l'argent à brûler. Ok, très bien. Et maintenant, on va faire une scène en méga 3D au début du film avec le gars qui apparaît. Bonjour, je suis le jeune vieux. Je vais vous faire le briefing. Très bien, c'est quoi le briefing? Je sais pas, c'est pas moi qui le fais. Et le mec il disparaît. Et là, on te fait arriver la biologiste. Tu te dis bon, peut-être qu'on va commencer à voir un truc. Salut, je suis la biologiste et je crois pas en l'évolution. Bah dis donc, ça va être bien. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Enfin, t'as des preuves de ton truc? Non. D'accord, donc on a juste une teubée. Et je vous rappelle que la clé du film, c'est qu'on trouve sur Terre des sculptures, enfin des gravures, des bas-reliefs, qui montrent la position d'une planète. Alors ça tombe bien, c'en est une qu'on a découverte, parce que t'imagines, ça aurait été con, genre on cherche dans notre espace connu, puis c'était pas là. Ah bah mince. Genre merde alors, on s'est déplacé pour rien. Bon, et surtout, ça devrait être là quand même. Et en fait, c'est l'emplacement de l'arme secrète qu'il faut pas qu'on découvre. Donc les aliens, tous les 1000 ans, ils se font chier à avoir un mec qui fait un BTS pour apprendre à copier notre art, pour descendre sur Terre, pour faire un faux machin qui va cacher en disant et surtout tu vas pas là. Hein. C'est astucieux et sinon ne pas le marquer. Enfin, c'était débile. Et l'autre, j'y pense parce que c'était avec mon fidèle Diego. J'avais pas prévu de faire de chronique dessus. Et je comptais aller le voir et je comptais pas faire de chronique dessus. C'était Dunkerque. Ouais. Je m'étais dit enfin une bande-annonce où on ne voit pas tout le film parce que dans la bande-annonce il ne se passe rien. Et bien en fait dans le film non plus. Bah voilà, on est d'accord. La bande-annonce, tout était pour dedans. Pour le coup, je suis d'accord que là c'est la forme qui prime sur le fond. Ah non, mais c'était honteux. En fait, c'est Nolan qui fait du Nolan. C'est tellement chier. Mais regardez en plus les critiques de la presse professionnelle. C'est-à-dire, ah oui, c'est vraiment la guerre. Non, à aucun moment. Enfin, ça n'est rien du tout. Ah, il retranscrit bien ce qui s'est passé. Que dalle, zombies, et même au-delà de l'aspect historique, c'est ridicule. Les mecs, ils attendent. C'est la guerre, mais on se fait pas trop bombarder. On est comme ça. Et sinon, le bateau, il arrive? Je sais pas. Sur une échelle de Pearl Harbor, on en est où? Franchement. Je dois dire que moi, j'ai beaucoup aimé Dunkerque. Attendez, j'ai des cerises à jeter. Alors, demande pas pourquoi j'ai des cerises, moi mais aussi, il est bien j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'ambiance, j'ai beaucoup aimé visuellement
le travail de l'IMAX parce qu'il a travaillé très très fort. Tu fais ses petits yeux. Hein. Ouais. Ouais, j'ai fonctionné. Mais avec Nolan, je crois que c'est vraiment une question d'affect et il faut oublier le côté réaliste de l'histoire. Nolan ne sait pas écrire de personnages, c'est aussi un problème. Mais au-delà de l'aspect réaliste, c'est-à-dire que par exemple, il met des Stuka. Il met du son, ils sont bien. Prometheus, ne vous fiez pas à la date de sortie du film parce que tu as fait la critique bien après. Hein. Ah bon ? Parce qu'elle date du 3 juin 2012 et le film est sorti en avril. Donc, fais rouspéter sur tes dates de sortie. Non, mais je cherchais à avril 2012. Alors ça c'est bizarre. Et c'est un type qui diffuse quand même les podcasts 14 ans après l'original. Ça m'étonne parce que je me souviens de l'avoir fait en revenant du cinéma. Donc ça me paraît écoute, le film est sorti en 11 avril 2012 en France et la critique date du 3 juin, mais t'as peut-être été le voir 3 mois après. Non, ou est-ce que c'est en faisant une modif dessus, en l'éditant pour corriger des fautes que j'aurais fait une connerie. Alors justement, tiens, c'est une petite critique que je peux avoir sur ton site, c'est pas évident. J'ai pas trouvé que c'était évident de retrouver les archives. Ah non, clairement. Voilà. Eh bien d'accord, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Il faudrait que vraiment un jour je fasse un truc plus construit. Mais il y avait pas un bouton archive sur ton... Si, mais il est pas. Non, en plus c'est pas il affiche simple. les 50 derniers articles d'une catégorie spécifique. Ah d'accord. Parce que j'ai mis le truc WordPress de base et j'ai pas encore suffisamment trifouillé le code. Je préfère un truc plus propre. Donc c'est vrai. Voilà, mais bon. Mais j'aime pas les gens qui critiquent, qu'on se le dise bien. Ouais, c'est vrai, mais je me doute, mais Moi, pour travailler l'intervention, parce que oui, je travaille, j'avais vu donc là, il y avait plein de trucs différents. T'as aussi fait des articles sur des blogs, aussi genre de séduire en été, etc. Bien sûr. Qui sont assez incroyables. Et donc du coup, tu peux trouver plein de trucs, c'est rangé bien comme il faut. J'en profite. Politique, etc. J'ai un message à faire passer. Mais vas-y, profites-en. Alors, je suis régulièrement on parlait de pub. Je suis régulièrement démarché par des agences de communication qui me disent hey, je vois que vous avez écrit sur la séduction, ça vous dirait de faire de la pub pour des sites de séduction sur votre truc? Alors, chère agence de séduction, je tiens à vous dire une chose. Là où j'enseigne, entre autres, on parle marketing, et donc à chaque fois que vous envoyez un mail comme ça, j'affiche sur grand écran en disant ça a l'air d'être une bande de branlos qui n'est pas foutu de contacter les gens proprement et de lire le site qu'ils contactent. Notez bien leur nom et mettez-le sur votre liste noire. Donc, cordialement, bisous. Apprenez à faire votre taf, parce que personnellement, j'ai pas de pitié. Donc voilà, chaque année, j'ai une trentaine de personnes qui mettent des noms sur liste noire. Voilà, donc on va pas s'emmerder. Sympa. D'où le nom. J'ai Bastien qui nous dit Dunkerque. En même temps, comme tu dis, d'où le nom. Voilà. Pourquoi ils sont allés. Mais oui, c'est absurde. Et s'ils avaient lu n'importe quel article sur la séduction, ils auraient vu que je m'en moque. Et pas que. C'est que des articles de tous les blogueurs en mode séduire une jeune femme. Je disais, Bastien sur le chat nous dit Dunkerque, le seul film où tu vois une torpille arriver de la plage. C'est très fort. Les mecs, de toute façon, dans Dunkerque, tout est. Les avions. Le mec avec son avion qui plane durant 3 heures. Oh mon Dieu, j'ai plus de carburant. C'est pas grave, c'est un avion, ça plane bien. Oui, ça plane pas si mal. Et puis c'est pareil, il note son fuel. Rien que. Niveau fort accord ou incapacité à écrire, son avion se fait mitrailler. Vraiment, il se fait mitrailler, il se prend un avion qui lui tombe dessus, un Messerschmitt qui lui allume, et du coup, justement, il perd ses cadrans. Il ne peut plus lire son carburant. Mais il réagit pas. Oh mon Dieu, on me tire dessus. C'est embêtant parce que j'ai les cadrans pétés. Et l'avion qui te tire dessus, non mais il a disparu en fait, en 2 plans. Il a été emmené par un trou du scénar, genre non. Voilà. Donc beaucoup d'Allemands, durant la bataille d'Angleterre, les trous du scénario étaient déployés massivement. Et d'ailleurs, ils sont même obligés, comme ils font des merdes, de sortir des incohérences. Par exemple, à un moment, un personnage dit mais pourquoi on a si peu d'avions ? Et donc il dit non, c'est parce qu'on garde tout pour la prochaine bataille. Ah bah oui. Et en fait, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a beaucoup d'avions. Oui, d'accord. mais du coup ils se sont dit comment justifier qu'on n'a pas de budget. Oui, mais alors justement, en fait c'est bon. C'est le prochain film. Nolan, on peut lui reconnaître ça quand même. C'est sur ce film-là, n'a pas voulu user du numérique et de la démultiplication des foules et non, donc il a fait pire. Il y a des vrais fantassins sur la plage. Et pas que. Il y a les photos sur le blog, avec des fantassins en carton. Et il y a même un des chefs des cascadeurs français qui est dans les commentaires, qui explique qu'eux-mêmes ils ont pas compris ce qui se passait tellement c'était absurde. D'accord, il en prend pour son grade. Ah ouais, non mais là il prend cher. C'est-à-dire que Nolan non mais alors justement tout ce côté extrêmement ce regard extrêmement critique sur les films, est-ce que ça te bloque pas de temps en temps de prendre ton plaisir sur les gros blockbusters un peu crémeux. Mais mon bon ami, mais c'est parce que j'ai perdu espoir en tout. Alors heureusement, je suis une enflure. Heureusement, je suis une enflure en l'humanité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu foi en humanité, il faut aller de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à savourer le monde qui brûle. Voilà. Donc moi, quand je vois un mauvais film, je savoure les ratés. Je fais c'est mauvais. Voilà. Quand je vois des gens médiocres, je sors mon brandy, mon cigare. Je fais le monde qui brûle est tellement beau. Je mets ma musique classique de méchant.
je trouve un chat mort parce que j'aime pas les chats vivants à caresser. Et puis voilà, la base. Tu joues de l'harpe en grande brume. Non, mais surtout je mets mon demi-masque et puis je vais jouer du piano. Parce que comme tous les gens mystérieux, je joue du piano et quand il se met à pleuvoir. Et tu prends ton café sans lait dedans. Exactement, sans lait dedans. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau du plaisir, cela dit, j'exagère, c'est-à-dire que je peux aller voir un film et en sortant dire je vais le démonter quand même. Voilà, alors c'était ma question. Est-ce que tu peux citer un film un film, il faut se lâcher, sur lequel tu t'es bien marré, mais tu t'es dit, je vais quand même le démonter parce que c'est mon boulot. La réponse est non. Je ne peux pas. Mais ça t'arrive. Non, parce que, alors oui, tout à fait. Mais en fait, dans les commentaires, c'est un grand jeu, c'est que dans chaque commentaire de film, j'ai toujours un mec qui dit, on voit bien que vous avez aimé le film. Et quelqu'un qui me dit, on voit bien que vous l'avez détesté. Donc, les mecs sont en train de chercher à chaque fois quel film j'ai pu aimer. Donc non, je n'aime rien ni personne. Je hais tout le monde, mais en petit artisan, l'un après l'autre. Vous l'aurez compris, un audio connard, c'est pas comme ça qu'il est foncièrement dans la vie, mais c'est un personnage qu'il a créé et qu'il écrit et qui lui permet d'écrire ses chroniques qui sont essentiellement acerbes et qui cassent les films qui sont vraiment très drôles. Qui sont très drôles, évidemment. Répondons aux critiques qui ont été formulées sur le sujet. Ce ne sont pas des critiques de films, ce sont des spoilers. Ce sont des spoilers. Et c'est plein de mauvaise foi. C'est-à-dire, vous pouvez très bien apprécier. Voilà, vous pouvez très bien apprécier un film et trouver plein de qualités, et ensuite aller lire que c'est n'importe quoi. Bah voilà. Oui. Non mais le principe est très drôle et d'ailleurs on s'amuse follement à lire tes critiques. Puisqu'il est communiste. Bah c'est ça qui est drôle, c'est que c'est toute la mise en scène que tu mets là-dedans parce qu'en plus tu rajoutes plein de personnages. Donc on en parlait tout à l'heure de Diego, Jean-Jacques, etc. Donc voilà, c'est ça qui fait le sel de ce blog, c'est de lire tes créations en fait autour d'un film. Mais oui, en fait je cabotine autour. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y a des gens vraiment pervers. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont voir le film et ensuite faire le spoiler, pourquoi pas. Mais il y a des pervers, ils vont lire le spoiler et après ils disent putain, maintenant j'ai envie de voir le film. Et ils y vont. J'ai un ami allé voir Avatar comme ça. Il a dit je suis allé voir le truc, tout le long d'Avatar, je pensais à Chevalier Gros Poulet, qui est un des titres des personnages en spoiler. Et il dit ça me déconcentrait beaucoup. Moi, c'est la clé USB qui est aussi. Ah bah oui, non mais ça, la connexion à YouPorn dans Avatar, elle est bonne. Hein. Ouais. Toute la planète, elle est en fibre optique, dis-donc. Pas mal. Ouais. J'ai pas lu tous les articles sur ton blog, évidemment. Est-ce que tu as critiqué Lucie ou pas de Besson? Bien sûr que j'ai critiqué Lucie. Lucie, c'était vraiment une sacrée daube. J'ai vu que tu as critiqué Valérian. Moi, je ne suis pas allé voir le film, mais et la critique ça a été la critique était sûrement. Moi, je suis fan du passage des mecs qui expliquent que et à chaque fois, on va cueillir des bouboules dans la mer, des pépères, on va les donner à l'animal qui les multiplie. Et sinon, pourquoi vous ne dites pas celles que vous avez déjà? Ah merde, on est juste cons. Valérian est la cité des 1000 plantages. Ah ouais, non mais tout est raté, vraiment. Des personnages qui expliquent et nous sommes en train de construire un vaisseau spatial. Comme celui que vous avez utilisé il y a 3 scènes, avec lequel on a fait une scène de course-poursuite. Ah putain, oui, on en avait un depuis le début. Donc c'est pour ça. C'est un petit peu comme. Il faudrait faire tes chroniques en livre audio. Il y a de quoi faire des trucs rigolos. Ah mais je pourrais les faire sur scène. Il faudrait que je fasse un one-man show. Ah bah voilà, le prochaine étape, le one-man show, Dieu connard. Cela dit, on y pense pour la partie historique, pour raconter les histoires, parce que ça, je le fais déjà au Geek Ferries et ça marche plutôt bien. J'en suis très content. Et donc on réfléchit à. C'est un truc que t'as envie de faire, le one-man, monter sur scène. Alors professionnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, moi j'aime beaucoup raconter ces histoires et voir le public qui se marre, donc même le faire pour commencer dans un café, un machin, enfin un truc un peu informel, ça pourrait être sympa, parce que les gens viennent en fait raconter l'histoire. Moi mon truc, enfin, encore une fois, je ne suis qu'un humble troubadour avec mes niveaux de barde, donc donnez-moi un film médiocre et j'essaierai d'en faire une bonne histoire. Voilà, et quand j'ai une bonne histoire historique, j'essaie d'en faire un truc rigolo, mais voilà, mon truc c'est de raconter des âneries. Bon, en tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent auront, je l'espère, envie d'aller lire le blog. Leur ton père, ça t'a donné envie d'aller voir plus loin sur le blog de l'Audio Canard? J'ai bien l'intention de continuer mes lectures. D'accord. Est-ce que, en dehors de voir des films, tu lis des livres? Alors oui, et j'en écris aussi. Oui, tu en écris, ça. Non, mais justement, je viens de lire un bouquin qui me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que faire une longue histoire, faire un film avec une série de clips. J'ai lu l'excellent Compagnie K de William March. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Première Guerre mondiale. C'est en fait c'est écrit par un vétéran qui dit je vais raconter la guerre avec 113 personnages d'une même compagnie, la Compagnie K. Et à chaque fois, c'est des anecdotes qui font 1 à 2 pages. Certaines sont très drôles, certaines sont très dures. Et il fait juste ça. Et ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est que des scénettes.
et chaque scénette est prenante à sa manière. Et ça, c'est le genre de choses que je trouve vraiment brillant. C'est ce que tu avais un peu essayé de faire avec... Sans l'avoir lu et sans le connaître, alors, je connaissais de nom et je l'avais pas lu, mais avec À la vie à la guerre, donc ce que j'écrivais en ligne, c'était un peu l'idée. Il y avait la particularité d'être... chaque jour, tu faisais un... Enfin, c'était en version réelle, c'est-à-dire que si on lisait en temps réel, si on lisait une chronique le lundi, on avait une chronique le lundi, etc. Avec beaucoup de personnages. Un siècle d'écart, exactement. Et c'était la version un peu Game of Thrones. Fallait pas s'attacher aux personnages parce que pareil, plein qui meurent. Tout le monde crève, voilà, et c'est bien. Alors qu'au début, ça commence, c'est tout mignon, c'est genre oh là là, regarde ma chérie, nous installons dans une nouvelle maison, et genre 3 chapitres après, c'est genre on est tous morts, on brûle. C'est le plaisir. Alors, il faut savoir que le plaisir pervers de l'auteur, c'est quand quelqu'un vous écrit et c'est arrivé pour vous dire j'ai beaucoup pleuré quand vous avez tué un tel, vous êtes vraiment un monstre, et là, en fait, non. Donc c'est parfait. Mais voilà, et donc je lis ça. Vous avez d'ailleurs. C'est mon dernier livre. C'est quoi d'ailleurs le genre de lecture, ton genre de lecture préféré? J'en ai pas spécialement. Le roman historique. Ouais, j'aime bien ça. Roman historique ou alors je lis. En fait, à cause de ce que je fais, je lis beaucoup de trucs un peu documentaires, ouvrages documentaires et autres. Je crois que le dernier roman policier, par exemple, j'ai lu, ça devait être le Dahlia Noir. Et seulement l'an dernier. Donc a perdu son goûter. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais pour le coup, le Dahlia Noir, bon, c'est un peu un classique. Mais effectivement, c'était l'an dernier. Et tu n'as pas lu 50 nuances de gris, le roman? Eh ben, alors, j'ai lu la version du mec. Parce que, quand elle le fait, version du mec. Mais je l'ai lu pour le blog, encore une fois. C'est ça, je crois. Alors, on peut pas dire que je l'ai lu. On peut dire que je l'ai ouvert avec des gants en plomb, des lunettes de soudeur. Oh mon Dieu, je sens mes dents qui tombent dans le lisant. Enfin voilà, si vous la pâte d'éléphant de Tchernobyl, enfin, elle est vendue en librairie, il faut le savoir. Tu sais que c'est un livre qui s'est extrêmement vendu en EPUB. Ça a été un des bouquins qui a été moteur des ventes de liseuses, parce que les filles, principalement les femmes qui voulaient le lire, avaient un peu, elle avait un peu honte. Moi, la Kindle a vendu énormément au moment de la sortie du 50 nuances de gris. L'une des plus belles scènes que j'ai vues, c'était j'étais dans le métro et il y avait une dame qui lisait, alors c'était quoi, un livre qui avait l'air totalement normal, et en fait à un moment elle s'est levée et la couverture s'est enlevée, un vieux et classique. C'était tellement drôle. D'où l'intérêt d'avoir une liseuse, parce que là tu peux pas savoir. Mais cela dit, j'aimerais bien une nana qui fasse vraiment la vraie, qui comprenne vraiment pas le truc, c'est qu'elle met la couverture de Twilight dessus, persuadée que faire semblant de dire un livre respectable. En fait non, ton échelle de valeur n'est pas la bonne. Il y a Todd Goual qui nous dit en général je regarde le spoiler de Odieux avant le film, parce que Odieux sort ses chroniques plus vite que les sites de téléchargement. Alors oui, le Star Wars 7, je l'ai écrit dans l'après-midi, la chronique. Pas mal. Tellement j'étais fou en sortant du truc quand j'ai dit putain, on m'a revendu l'épisode 4. Ouais. Et j'étais sorti à 13h30 et à 20h30 la chronique. C'est du super exclu. Voilà, c'est top. Donc effectivement, donc les gens qui voulaient savoir qu'en fait il n'y avait pas de nouvelle aventure pouvaient la... Bon, je t'avais entraîné sur le terrain de tes lectures afin d'introduire la formidable et extraordinaire rubrique avec tes gros sabots. Bravo. Rubrique de livres de notre ami Herbie qui va nous prodiguer quelques conseils de lecture pour l'été, voire pour la rentrée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est parti. Et c'est la rubrique SF de Herbie. Alors, j'avais pas d'idée précise de thème pour le jour. C'est dommage. C'est la littérature remboursée. Bon, et ben on va rentrer alors. J'ai fait ce que je fais à chaque fois que je suis dans cette situation. Le petit joker, c'est le tour de qu'est-ce que j'ai lu un peu ces derniers temps. Est-ce que j'ai lu des trucs sympas dont j'ai pas parlé? Et heureusement, j'ai réussi à lire quelques trucs. Alors j'ai lu des trucs un peu décevants ces derniers mois, mais j'ai aussi quand même réussi à lire quelques bouquins qui m'ont fait relativement plaisir. Alors on va commencer par les livres romans ordinaires, et ensuite je vous proposerai aussi un petit peu de manga, BD et comics. Yes. Alors on va commencer avec un roman de fantasy qui est sorti au début de cette année aux éditions Brajlon. Excellent éditeur. Voilà, elle n'est pas vendue du tout. Black Wings, je crois que c'est La Marque du Corbeau, le titre du premier volume français de la série Black Wings de Ed McDonald, qui est une série que moi je vois y arriver depuis à peu près un an en anglais, parce que l'éditeur britannique a beaucoup teasé sur ce titre-là. Donc c'est une fantaisie dans un monde en guerre, un peu sombre, avec un personnage qui a visiblement déjà beaucoup bourlingué, à qui il arrivait pas mal de choses, un peu désabusé.
Et j'avoue que j'avais un peu des attentes là-dessus puisqu'on avait pas mal teasé ça, et c'est plutôt à la hauteur de ce que j'en attendais. On a un univers où on flirte un petit peu avec ce qu'on appelle maintenant la Flintlock Fantasy, Gunpowder Fantasy. Enfin, il y a un petit peu des armes à feu qui se promènent, mais aussi une magie derrière. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est que ça me fait un peu penser à ce que faisait Glenn Cook avec la Compagnie Noire. Qui avec Nemos en intégrale. Non, c'est l'Atalante, ça. L'Atalante, pardon, exact. Oui, excusez-moi. Avec pas les très belles illustrations de Didier Graffet. Oui. Ça me rappelle un petit peu la Compagnie Noire parce qu'il y a ce côté de grands magiciens, de grands pratiquants de magie. Alors la magie a un côté quand même relativement sombre, quel que soit le bord qu'il utilise, même si elle est là-dedans beaucoup faite à partir de la lumière des lunes qui sont captées par les praticiens de magie. Et pour les gens qui ne la pratiquent pas, ça a quand même un côté un peu sombre et dangereux. Et on sent que les entités qui essayent de conquérir la ville où se trouve le personnage principal qui raconte tout ça à la première personne, donc ça, là aussi on touche un peu la façon dont Cook raconte ses histoires, on les sent bien, finalement ils sont tellement puissants qu'ils ont un côté quasiment divin. Donc on ressent un peu ce qu'on avait avec le Dominateur et la Dame et ce genre de figures, les asservis qu'on trouvait chez Glenn Cook. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, qui en plus a aussi l'avantage finalement de pas être très très long. Comme on est quand même la fantasy comme devenu un genre, on attend ça. Non mais c'est vrai, ras-le-bol des pavés interminables. Des pavés de 380 000 mots. Là ça va plutôt assez vite et c'était vraiment agréable. D'accord. C'est un premier tome. Hein. C'est un premier tome, oui. Alors je sais pas exactement. Suites oui, il y aura des suites. Le deuxième, je crois, vient de sortir en anglais ou sort incessamment sous peu. Donc avec un peu de bol, il arrivera en français l'année prochaine. Ouais, il y a des chances. Ouais. On demandera à Stéphane Marsan dans un prochain Dream On. Voilà, exactement. Et en fait, Marsan en avait d'ailleurs parlé il y a justement aussi toujours des bons livres. Un an, parce que c'était justement un bouquin qu'il avait acheté ça devait être à la London Book Fair ou un de ces trucs où ils ont lu les éditeurs qui sont passés ont lu les 3 premières pages, ont vu le synopsis et ensuite se sont tous battus pour acheter le truc tellement ça les emballait. Alors j'ai lu aussi un bouquin qui lui n'est pas très récent mais qui est ressorti en poche il y a quelques mois chez J'ai lu, qui s'appelle Planetfall d'Emma Newman, qui avait dû sortir donc chez Nouveau Millénaire l'année dernière. Où là on suit un récit qui est aussi la première personne d'un personnage qui fait partie d'une expédition qui est allé faire un tour sur un autre monde à la recherche d'une énigme, et où en fait les colons qui ont réussi à s'installer là-bas sont au pied d'une cité qui s'appelle la Cité de Dieu, dans laquelle ils n'arrivent pas vraiment à pénétrer parce que on va dire que les obstacles les en empêchent un peu. Et ils sont quelque part à l'attente d'une espèce de révélation, donc ils sont un peu guidés par leur foi, et en fait le personnage que l'on suit, qui raconte l'histoire, on sent bien très rapidement qu'il y a un mensonge derrière tout ça. Toute une partie de la communauté n'est pas au courant, mais elle fait partie des quelques personnages qui on sent monter, on ne sait pas s'ils ont monté une arnaque ou s'ils essayent de cacher quelque chose. Et en fait, donc on tourne un peu autour d'une idée de révélation, mais ce qui finalement fait le moteur du récit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une espèce de côté intimiste, parce que justement on est avec un personnage qui vit, on sent qu'elle a un problème avec le fait de mentir. Et on voit comment psychologiquement tout ça l'a entraîné au fur et à mesure du temps à, comment j'allais dire, enfin, je vais pas dire détruit sa personnalité, mais elle se retrouve de plus en plus bloquée dans des crises de panique et puis des problèmes compulsifs divers et variés qui apparaissent. Et je trouvais que la façon dont Emma Newman retranscrit ses problèmes personnels était vraiment enfin c'est bien fait, vraiment on ressent vraiment les moments de panique du personnage. On a vraiment l'impression de les vivre, et ça je trouve que c'est pas facile à faire vivre au lecteur. Donc je trouve que c'était vraiment intéressant. Et alors c'est là aussi une série dont c'est le premier volume d'une série qui compte 2 volumes maintenant français, un 3e qui est, je crois, sorti en anglais, mais qui apparemment, dans les volumes suivants, aborde un point de vue vraiment différent, sur une époque différente. Enfin, donc le premier volume, moi, m'a assez enthousiasmé, et je suis curieux de voir comment l'auteur rebondit avec un récit qui sera apparemment d'un genre vraiment différent dans le volume suivant. Est-ce qu'elle arrivera à se relancer sur quelque chose avec une approche qui ne sera pas du tout intimiste? Je crois qu'apparemment on a plus une approche cyberpunk, peut-être thriller dans le 2e, d'après des gens qui l'ont déjà lu. Donc je suis curieux de voir comment la bascule va se faire.
Quelqu'un a dit cyberpunk. Alors ensuite, on va revenir chez les éditions Brajlon. Encore Eh ouais, avec le... Encore. Non, mais attendez. Non, mais Il y a quand même une explication à ça. C'est qu'il faut signaler que Brajlon est l'éditeur numéro 1 sur la fantasy et la science-fiction en France, puisqu'on est le plus gros producteur de livres dans ces genres. Donc c'est un peu normal qu'Herbie tombe régulièrement sur notre maison d'édition. On fait pas 2-3 bouquins, on en fait beaucoup par an. Et des grands auteurs. Et des biens en plus. Donc, et en plus des biens. Donc c'est pour ça que tu en parles. oui, et puis là en plus il s'agit d'un de mes auteurs de science-fiction préférés. Bah en plus alors. Qui est Alastair Reynolds. Donc le dernier roman publié en français d'Alastair Reynolds vient de sortir, qui s'appelle Vengeresse, que moi j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques mois en anglais. Et alors il s'agit d'un space opéra où on va suivre deux sœurs qui ont environ, on va dire quelque part entre 16 et 18 ans, et qui vont fuir leur père et s'engager à bord d'un vaisseau sous les ordres du capitaine Rackamore. Et alors en fait, on est dans un futur où apparemment ce serait notre système solaire, mais visiblement les planètes ont l'air d'avoir un petit peu disparu et le système a l'air d'être finalement peuplé de centaines ou de milliers, peut-être même de dizaines de milliers d'habitats de toutes sortes. Et donc de communautés de toutes sortes. Et les vaisseaux, justement, se promènent un petit peu d'un monde à l'autre. Mais ce système est aussi bardé de comment on va dire, de stations, enfin d'objets célestes issus de civilisations qui ont précédé celle dans laquelle a lieu le récit. Et donc en fait, il y a plein de vieux trésors à les ramasser, mais des trésors où il faut arriver à rentrer parce que il y a des serrures, des trucs, donc il faut arriver un peu à crocheter l'entrée du système, enfin du satellite ou du truc dans lequel on veut aller. Indiana Jones dans le futur. Bah c'est pas Indiana Jones, c'est plutôt ça place dans un musée. Et c'est vraiment c'est ce que cherchait Reynolds en fait. C'est le récit de piraterie et l'île au trésor dans l'espace. Et je trouve que il s'en sort plutôt bien là-dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est outre ce petit côté un peu aussi Firefly, vous voyez, un peu ce genre de choses. Ah ouais, ça c'est sympa. Excellent Firefly. C'était en fait finalement l'univers qu'il crée, parce que il met énormément d'énigmes dans son truc. Il explique un certain nombre de choses, mais on sent qu'il y a un passé. Et il s'arrête pas un moment pour vous faire ce qu'on voit des fois. Bon alors, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans le passé, et très précisément en fait entre le moment où vous lecteur vous démarrez le truc et jusqu'au point où le récit commence. Tu veux dire les 80 pages sur la vidéo bit au début de Tolkien où tu voilà. Voilà. Et puis surtout entre le moment précis où vous commencez, hein, pas avant, pas après, et jusqu'à le truc. Et ça dure pendant 25 pages, c'est ça où on s'emmerde un peu. Non, les informations arrivent, sont parsemées un petit peu à gauche, à droite, et puis à la fin, on a de toute façon pas tout. On voit qu'il s'est passé beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et on pourra sûrement en avoir un peu plus dans le volume suivant, puisque Reynolds vient de finir l'écriture du deuxième épisode de cette série, et visiblement il a même la motivation pour en faire un troisième. Ils seront sûrement édités aux éditions Brajlon. Voilà, c'est bon. Ça me paraît une bonne idée. Alors le petit point noté aussi, c'est que Reynolds est un auteur qui écrit en général une SF qui a des fois une vue de façon un peu froide et très technique, très pointue. Ce bouquin-là, lui au contraire, est accusé par certains lecteurs de SF un peu pointu d'être une trahison. Oui, non, franchement, c'est du young adulte, voire c'est même carrément de la littérature pour gamins. On se fout de notre gueule. Bon, moi personnellement, je trouve tout simplement que c'est juste une SF qui est justement très accessible, qui est pas lui-même l'a pas pensé spécifiquement pour les jeunes, mais elle est accessible aussi aux jeunes, ou tout simplement aux lecteurs de SF qui n'ont pas une exigence d'un récit hyper complexe et qui fait 350 000 mots. Voilà. Donc moi je vous encourage à l'essayer si vous voulez lire justement du Reynolds qui est accessible à tous. Enfin, le dernier roman dont je vais parler ce soir, c'est lui aussi de la SF britannique, de Space Opera, et c'est Dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski. Alors c'est le premier roman de Tchaïkovski qui est traduit chez nous. C'est un auteur qui s'est surtout illustré d'abord par la fantasy outre-Manche, mais qui s'est mis aussi à la SF. Il composait aussi pas mal. Oui, elle était pas mal. Hein.
Ça fait vraiment qu'il n'en avait pas fait. J'ai changé. On n'entendait plus parler. Ah, mais son comeback, là, il est surprenant. Il a changé de registre. C'est facile. Alors, le principe de Dans la toile du temps est le suivant. On part coloniser l'espace. Il y a des planètes, on peut s'installer un peu partout. Sauf qu'en général, les planètes en question, il faut commencer par les terraformer. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et puis, ensuite, il faut, une fois que c'est terraformé, quelque part, c'est pas mal de déblayer un peu le terrain. Et une idée qui est venue, un des projets qui essaye de s'installer sur une de ces planètes, c'est qu'on terraforme le truc. Et puis, une fois que le truc est terraformé, on va balancer une colonie de singes. On va balancer un virus préparé pour pouvoir en fait déclencher un processus d'élévation à la façon de David Brin dans cette population de singes. Et une fois que cette population de singes sera devenue intelligente et qu'ils nous auront construit un monde, nous descendrons tels des dieux. On en fera des venir esclaves. nous installer sur le truc. Bon, sauf qu'évidemment, très vite... Bon plan. Voilà, Il est en train de réfléchir à ça, là. Moi, je fais ça avec des stagiaires, en fait, en général. Voilà, qu'est-ce qui pourrait merder, sérieusement. Tout. Il syndique. Et effectivement, ça merde dans les grandes largeurs, en particulier par le fait que ce n'est pas la colonie singe qui va bénéficier de ce processus d'élévation. Et en fait, on va suivre deux choses en parallèle dans ce récit. D'un côté, l'évolution d'une espèce sur cette planète, et de l'autre côté, la vie d'un vaisseau d'humains qui arrive plus tard et qui franchit lui aussi le chemin entre les étoiles, avec des intervalles de temps plus ou moins importants entre deux époques. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce récit parce qu'on voit, c'est pas mal d'idées intéressantes. On voit comment on fait une évolution avec, évidemment, l'arrivée de concepts, donc l'intelligence, puis comment la civilisation s'organise, comment on s'installe la religion, etc. Comment on se transmet la connaissance, mais pas avec des humains, avec une autre espèce animale qui accède à la conscience. Et aussi, de l'autre côté, de voir un équipage humain, un classique qu'on a déjà pu voir un petit peu partout dans la SF, avec un vaisseau générationnel quelque part, et où finalement le voyage est tellement long que les choses partent un petit peu en cacahuète, la société humaine régresse, se réorganise, la technologie... à force de fonctionner et d'être cannibalisé, les trucs tombent en panne et ça marche de moins en moins. Voilà. Donc c'est un récit qui m'a beaucoup enthousiasmé, qui a beaucoup plu aussi de manière générale à la critique en France, qui a d'ailleurs, je crois, en plus eu un prix outre-Manche. Et écoutez, moi je vous y invite vraiment à y jeter un œil. Il y a un petit hommage évidemment à David Brin sur l'élévation. Ça rappelle aussi un peu un des romans de Vernor Vinge. Et moi personnellement, je trouve qu'on trouve là-dedans beaucoup des choses que Stephen Baxter met lui aussi dans ses romans. Il y a vraiment, je trouve une espèce de filiation littéraire en fait entre les bouquins de Baxter comme Évolution ou Accrétion et ceux dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski. Des belles références tout ça. Voilà. Et ce qui m'enthousiasme, c'est que Tchaïkovski vient de finir une suite à ce livre. Mais version pop. Voilà, qui donc sortira peut-être d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine en anglais et sûrement, je l'espère, ensuite en français. Alors celui-là, il est publié chez Lune d'encre. Excellent éditeur. Voilà. Enfin, ce qu'il en reste. Bim. Allez, non, mais j'aime beaucoup Lune d'encre, mais je savais pas qu'il continuait à publier des choses. Ah si. Ah bon, tant mieux. Et de bonnes choses. Et de qualité. Alors, j'ajouterais moi à ta sélection des livres audio. Et oui, car ça existe. Et moi, je suis un gros consommateur de livres audio. C'est pour ça qu'avec mes amis, j'ai créé le label Hardigan, sur lequel nous éditons des choses qui nous passionnent. Et je voulais vous parler de mes dernières lectures. Si vous n'avez pas envie de vous taper la série Netflix de Carbone Modifié, n'hésitez pas à écouter le livre audio. Le livre est mieux. Mais arrêtez-vous au premier tome. Et d'ailleurs, ce n'est que le premier tome du bouquin. Parce que le deuxième tome, c'est moins bien. Et le troisième tome, c'est encore moins bien. Bon, en restez tout cas, sur le premier tome. Le premier est très bien. On a publié le premier tome de Carbone Modifié en livre audio, lu par en plus Nicolas Planchet, qui est notre voix extraordinairement grave. Elle est incroyable, merveilleuse. Et voilà, le bouquin ça s'écoute très très bien, c'est très agréable. C'est une chouette écoute sur les routes de vacances. J'enlève mes lunettes parce que je n'arrive plus à lire sur l'écran de mon iPhone avec mes lunettes de Toutes vieux. ces marques qui sont citées. C'est fou. J'ai lu autre chose récemment. J'ai lu Armada d'Ernest Cline, qui est le livre qui a suivi Ready Player One. Je vois alors ton père qui fait une moue dubitative. Alors, j'ai peut-être pas compris le bouquin, le deuxième. Je pense que le bouquin est plus intéressant quand on pousse un peu le livre jusqu'au bout, parce que à la base, t'as l'impression d'un truc
qui ressemble un peu au film Starfighter de l'époque des années 80. C'est inspiré de C'est ça. inspiré de Starfighter, mais ça n'a rien à voir. C'est comme les séries. Oh, je t'assure, regarde les séries. Bon, c'est vrai que les 6 premières saisons sont merdiques, mais à la 7e, c'est bien. Non mais alors, déjà le livre est assez court en lecture parce qu'il ne fait que 11h39, ce qui est peu pour un livre audio, je vous le signale. Mais je trouve que c'est assez sympa. C'est quand même vraiment dans la mouvance de Ready Player One parce qu'il y a toutes les références geek de l'auteur qui sont justifiées d'ailleurs au travers du livre parce que ça étaye et l'histoire et le parcours du personnage, et c'est en référence au jeu vidéo parce que justement c'est un jeu vidéo qui va permettre de plonger le héros dans l'aventure. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Moi, je passais un bon moment à l'écouter. Et dernière recommandation, qui est aussi une recommandation Hardigan, mais je ne peux m'empêcher de vous recommander d'écouter la trilogie de Pierre Bordage des Guerriers du Silence, qui a été aussi enregistrée et lue par Nicolas Planchet. Et ça, c'est un immense classique de la SF française. Pierre Bordage est un très grand auteur. Et j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans les Guerriers du Silence. J'ai pris du temps. Ce qui est amusant, c'est que les Guerriers du Silence soient adaptés en livre audio. J'ai pas pu m'empêcher. Et en tout cas, ce sont des pavetons. À chaque fois, c'est plusieurs. C'est 25 ou 24 heures de lecture. Enfin, c'est assez long. En tout cas, aux alentours de 20 heures. 20 heures de silence. Et il n'y avait pas de silence. C'est de la ASMR en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Non, c'est très très bien. C'est un univers qui rappelle beaucoup de choses. C'est parce que Pierre avait beaucoup d'influence, je pense, entre évidemment Star Wars, Dune. Mais donc il y a un côté Hyperion aussi avec l'église du Kreutz. Il y a plein de choses. La combustion, le supplice de la combustion de la croix de feu, il y a des trucs assez chouettes. C'est une très très belle épopée. Tu l'avais lu, Herbie? Écoute, non. Je ne peux que te recommander d'écouter le livre audio. Parce que c'est vraiment très agréable à écouter. Voilà, c'est mes 3 recommandations de livres audio pour l'été. Et il y en a d'autres, évidemment. On a sorti Les 12 rois de Characaille aussi, le premier tome en livre audio. Pour ne pas parler que de Brajlon, il y a les Aliens qui ont été faits, les adaptations d'Aliens qui ont été faits. Alors là, c'est pas du livre audio, c'est carrément du livre ambiancé avec des effets et des acteurs, etc. Dont l'actrice qui fait la voix de Sigourney Weaver. J'allais dire Prometheus en livre audio, bruit de douche. Alors c'est beaucoup mieux que Prometheus. Et surtout, les auteurs ont jonglé avec en tout cas pour le premier, j'ai écouté que le premier, ils ont jonglé avec la chronologie Alien, puisque le film se passe entre Alien et Aliens. Enfin, le livre. Et ils arrivent à retomber sur leurs pieds et c'est assez balèze. Il y a Sigourney Weaver dedans et tout. Donc, non, c'est assez marrant. C'est très sympa à écouter, très agréable. Voilà. Et sinon, on a aussi assorti Artemis d'Andy Weir que tu avais lu lors de ton père. Ouais. Tu avais bien apprécié. Ouais, sympa. Voilà. Bon, penchez-vous sur le livre audio. C'est un médium vraiment très, très sympa à découvrir. Et tout ça pour dire que j'ai une petite question. J'avais pas fini. Mais... Ah, t'avais pas fini? Je crois que t'avais fini. J'ai promis des BD, des mangas et des. Mais alors allons-y pour les BD, les mangas. Alors, la question attendra. Voilà, bien sûr. En BD, je vous propose d'abord de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet. Qui accompagnera d'ailleurs, je dirais assez bien la dernière mission qu'on a faite avec Michel sur la station spatiale internationale, parce que alors il y a toujours l'humour que c'est maître Marion Montaigne, mais il y a aussi une mine de détails sur comment on devient astronaute, spationaute, et comment on monte dans la station spatiale et comment on vit là-bas. Et c'est assez impressionnant. Hein. Il y a des choses qu'on n'imagine pas. Et après, on voit plus les choses, on voit plus l'univers de la même façon. J'ai aussi le dernier volume des notes de Boulet qu'on évoquait tout à l'heure, avec des couvertures de plus en plus fantastiques. Hein. Et puis parce qu'il y a toujours quand même une pelletée de trucs improbables et puis qui, je trouve, parlent bien aux geeks et à moi en particulier. Alors je repensais tout à l'heure, j'y pensais en plus tout à l'heure parce que il y a entre autres dedans une des chroniques dans les clichés débiles du Cinoche avec le rendez-vous mystérieux dans le parking souterrain. Mais bien sûr. Et avec l'interlocuteur qui disparaît mystérieusement et instantanément. Et Boulet, je sais qu'il a à une époque en tout cas, il lisait le blog. Donc, franchement, il écoute. mais bien sûr, Boulet, bonsoir.
Voilà, ou comment il essaye de rationaliser les questions sur les fantômes et les malédictions, d'essayer d'aborder. Enfin bon, vous êtes un fantôme, oui, mais alors, vos vêtements sont fantômes aussi. Vous êtes mort avec. Ces vêtements sont morts. Dans des circonstances tragiques. Ce slip. Voilà. Et puis il y a quand même un truc sur le papier à bulles et le papier à bulles. On en parlait. Et un type, un génie du mal qui a inventé le papier à bulles increvable. C'est horrible. atroce. Rien que d'y penser, c'est horrible. Voilà. Ah bah tu verras, les conséquences sont apocalyptiques. Voilà. En manga, je vous conseillerais la lecture des vacances de Jésus et Bouddha de Hikaru Nakamura, dont le 14e volume est sorti il y a quelques temps. Alors le pitch en fait c'est que tout simplement Jésus et Bouddha ont décidé de prendre leurs vacances. Ils sont venus s'installer entre potes à Malibu. Ils sont allés s'installer à Tokyo où ils partagent un petit appartement. Et en fait c'est juste des chroniques où on a un petit peu leur vie quotidienne, comment ils vivent un peu dans cet environnement, avec un Jésus qui a un côté un peu il y a un petit côté Mr. D en fait, parce qu'il a un côté compulsif sur les achats et la technologie. Comme je le comprends. Voilà. Il a un Twitter. Mais sauf qu'il a la carte bleue de papa. Il a un blog. Il a un blog où il commente toutes les séries télé. Et Bouddha qui lui est là pour maîtriser le budget. C'est ton père en fait, Bouddha. Ouais, c'est ça. On peut faire une version avec Bouddha. C'est ça. Et je trouve que il y a pas mal d'humour dans cette série. C'est une petite chronique sympathique et surtout il y a pas mal d'intelligence et vraiment une bonne connaissance. Alors de la mythologie chrétienne que je connais évidemment un petit peu comme tout le monde. On voit donc on aura les apôtres, les démons, enfin tout le monde est là, les saints divers et variés, et de l'autre côté aussi une bonne connaissance que moi je n'ai pas du tout justement du monde bouddhiste. Et ça permet de découvrir pas mal de choses aussi, et la façon dont l'auteur joue avec tout ça et réinterprète ça de façon moderne est assez plaisante. Sympa. Et on va finir avec deux comics, enfin un comics et un auteur de comics. Alors le premier comics c'est I Hate Fairyland de Scotty Young, qui est un comics dans lequel on suit Gertrude, qui est une petite fille qui rêve d'aller au pays des fées. Voilà, qui rêve d'aller au pays des fées. Jeune Allemande en 1936. Voilà. Et la pire chose qui puisse vous arriver, évidemment, c'est de voir vos vœux se réaliser. Gertrude est projetée dans le monde des fées. Et c'est toutes des connasses. Non, le truc, c'est quand tu es dans le monde des fées, eh bien, tu as en fait une espèce de quête à accomplir pour arriver à sortir du monde des fées, à trouver la clé qui permet de quitter le monde des fées et de retourner dans ton monde. De tuer la chasseur de l'Ouest, etc. Voilà. Le problème, en fait, c'est que Gertrude, elle n'y arrive pas. Et passé l'introduction, ça fait plus de 20 ans qu'elle est au pays des fées. Donc c'est devenu... elle a toujours son corps de gamine de 8 ans, mais c'est devenu une nana totalement aigrie. Une odieuse connasse, on peut le dire. Mais moi, ça m'est arrivé, le royaume des fées, ça m'a fait du mal. Croiser Gertrude, je dis, je te laisse là. Et donc, elle massacre un peu tout ce qu'elle croise sur sa route. Enfin, c'est trash, c'est dégueulasse, mais c'est aussi terriblement amusant. Et alors, il y en a 3 volumes à l'heure actuelle, et Scotty Young arrive à peu près à faire un petit peu quand même évoluer les choses et à produire des intrigues là-dessus. C'est sympa. C'est chez qui ça Alors, je crois qu'en France, ça doit être chez Urban Comics, parce que c'est du Urban. Voilà. Alors, ne le mettez pas entre les mains des enfants. Oui. Parce que il y a vite des yeux qui volent et ce genre de détails graphiques délicieux. Sympathique. D'accord. Et enfin, je vais vous donner parler un petit peu d'un auteur de comics que j'apprécie pas mal, qui est Jeff Lemire, qui est un auteur canadien, qui a bossé en indé et puis qui a ensuite bossé pour les grandes maisons DC et Marvel, puis qui est retourné un peu bosser en indé, qui à l'heure actuelle doit bosser, je crois, chez 6 éditeurs de front. Alors pour 3 séries sur lesquelles il travaille en ce moment et qui sont publiées en France, je crois toutes les 3 chez Urban Comics aussi. La première c'est Descender, qui est dessinée, dont il fait le scénario et qui est dessiné par Dustin Nguyen, qui est une série de SF, un space op dans lequel l'humanité est installée, enfin l'humanité d'autres espèces, une espèce de fédération sont installées sur diverses planètes, et une dizaine d'années auparavant, des robots géants sont venus, ont massacré la moitié des gens avant de disparaître. L'humanité a donc décidé, et les autres espèces, de se débarrasser de la plupart de leurs serviteurs mécaniques. Et en fait, on va suivre Team 21, qui est un jeune enfant robot qui a servi de compagnon à un jeune homme, un jeune garçon, et qui est sur un monde
qui est une espèce de monde minier qui a été abandonné il y a quelques années et il est le seul survivant de ce monde. Et on va voir un peu. C'est ça. On va voir un petit peu comment, voilà, sauf que la civilisation, l'humanité et le reste de l'univers revient à son contact et on va voir un petit peu comment les choses se passent. Alors c'est très beau, moi j'aime beaucoup le dessin de Dustin Nguyen et c'est une histoire vraiment, je trouve touchante de voir un peu cet enfant robot. Puis il y a quand même tout un tas de choses qui sont construites autour. Hein. On va voir évidemment avec ces robots géants, pourquoi ils sont venus, pourquoi et vers où tout ça va mener. Alors il y en a, je crois, 5 volumes à l'heure actuelle et puis la série continue en anglais. La deuxième série dont il est scénariste, c'est Black Hammer et qui est dessinée par Dean Ormston. Alors c'est un projet, là c'est une série qui est plutôt d'orientation super-héros, qui est publiée en anglais chez Dark Horse, qui est un projet qui apparemment l'émir avait de longue date mais qu'il n'a pas pu mener assez rapidement et qui a fini par se débloquer il y a quelques années. Alors qui est son interprétation personnelle des super-héros. En fait, c'est le super-héros tel qu'il les voulait avant de finalement embaucher l'improbable par DC et Marvel pour faire du super-héros. Et il a une approche là aussi assez intéressante avec des personnages qui ont l'air de s'être... On les trouve au début, ils sont installés dans une espèce de ferme perdue, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, on ne sait pas trop pourquoi ils sont cachés. Et on apprend un peu à les connaître et à commencer à comprendre pourquoi ils se sont retirés là. Donc là c'est pareil, c'est assez centré sur les personnages et comment ils en sont arrivés là. Donc c'est assez intéressant à voir. Et la dernière série est une série dont il est scénariste mais aussi dessinateur. C'est une série qui s'appelle Royal City et on suit là un personnage qui est une espèce d'auteur qui n'arrive pas à finir son nouveau bouquin et qui revient dans la ville merdique du fin fond de l'Amérique où il a grandi, où il va retrouver donc son frère, sa sœur, ses parents. Une ville en fait dans laquelle ils sont tous hantés par le fantôme d'un jeune frère qui s'est suicidé il y a un certain nombre d'années. Ambiance. Voilà. Et alors avec en plus donc un père qui est en train de perdre la boule et qui va probablement peut-être pas tarder à disparaître, qui collectionnait des radios, une espèce d'étrange collection de vieilles radios. Une sœur qui s'est engagée dans une espèce de truc immobilier, une usine locale qui est en train de mourir. Donc une ambiance mais très ça a l'air bien comme ça. Voilà. Non alors c'est pas ça se passe à Dunkerque. Voilà. C'est pas drôle du tout mais c'est très touchant et il y a une plongée dans ces personnages, on voit un peu leurs rêves, leurs envies, leur passé, comment ils sont arrivés là, de quoi ils rêvaient et finalement où la vie les a amenés. Et tout ça hanté par cette espèce de personnage, d'esprit de leur frère disparu. Et il y a une espèce de mystère quand même un petit peu autour de ça et je suis curieux de voir où tout ça va c'est mener. pas encore révélé là où t'en es. Non, alors il y a 2 volumes de sortie, il y en a un 3e qui est prévu, qui est en cours de publication en anglais et qui a priori sera le dernier. Voilà, donc j'attends avec grand intérêt de voir où Jeff Lemire va nous emmener. Bon, c'est tout Herbie ? C'est tout cette fois. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était une excellente chronique. Sur la plage. Pareil. Tu avais une question tout à l'heure. Oui, j'avais une question. Justement, je regardais un peu ton blog, cher Odieux, et je n'ai pas vu de chronique TV. Ai-je raté quelque chose ou... Non, il n'y a pas de chronique TV qui est pour une raison spatio-temporelle très simple. Alors déjà, j'ai peu de temps pour regarder des séries, j'en regarde très très peu. Et ensuite, je mets à peu près... faut savoir qu'un spoil de film de 2 heures, ça prend à peu près entre 8 et 10 heures. Ça m'étonne pas. Voilà, donc si je commence à faire plein d'épisodes de 1 heure et on me dit... Tu pourrais faire un pilote. Et bien justement, c'est ce qu'on me dit souvent, mais le problème c'est que dès que je vais dire quelque chose, on va me dire « Ouais, mais t'as qu'à regarder la suite, c'est expliqué. » Donc je peux pas. C'est pas faux. Tu pourrais faire un téléfilm. Tu verras la 77e saison. Je pourrais faire un téléfilm, c'est ça, mais les trucs en 15 saisons, parce que sinon... Voilà, ou alors une série du type Colombo ou Mimimati où il n'y a pas de fil rouge et il n'y a pas de conséquences avant ou après. Je fais suffisamment de blagues sur Mimimati. Je pense que je vais la... Voilà. Tu es sur la blacklist. Elle non plus ne prononce pas ton nom. Exactement. Elle dit c'est de ne pas prononcer le mot. Bon, en tout cas, ce soir, on aura été ravis de te rencontrer, cher Julien. Lui, un peu moins. Mais voilà, écoutez, moi, tant qu'on parle de moi. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est un homme extrêmement productif, prolifique, drôle. On s'est bien marré. Enfin voilà, merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer et de passer ce dernier épisode de la saison avec toi. Eh bien voilà, si j'avais un cœur, je dirais de même et je rougirais, mais j'ai pas de cœur, alors... Voilà. C'est normal, t'es un odieux connard. Exactement. Ça sera ma conclusion. Et c'est tout.
Lord ton père, un petit mot avant de rendre les clés du studio. C'est les vacances. C'est les vacances. Ouais, c'est pas tout à fait les vacances pour l'apéro du Capitaine. Hein. Je signale qu'il y a un dernier épisode qui va arriver avant de pouvoir tout claquer, le 17, je crois, au soir. C'est le mardi 17, ouais, ça va être le mardi 17. Je ne vous dirai pas de quoi il retourne, mais nous avons préparé une bonne surprise pour le dernier numéro de la saison 9. Voilà. Saison 9. Mais sinon, j'ai hâte. Comme toi, tu entames ta 10e année, et donc. Exactement. Mais bon. Mais j'ai hâte de vous retrouver tous à la rentrée. Ouais, nous aussi. Herbie, un petit mot pour conclure cette année, plein de lectures. Oui, bah oui, et puis on a des vacances pour s'occuper là, enfin des vacances pour ceux qui partent en vacances, mais exactement. Ça fera de la lecture. Ou alors tu nargues les gens. Ah non, moi j'ai plein de jours de congés à poser que je vais pas poser tout de suite. J'attends que mes collègues se barrent tous en vacances, comme ça je serai peinard au boulot pour rien foutre. Et ensuite quand ils seront mais tous généralement rentrés... tu fais le taf de tous les autres à ce moment-là. Ah non, même pas. Et puis quand ils seront tous rentrés, je me casserai. Ok, bel Excellent esprit. planning. Merci, on peut compter sur Herbie au boulot. Ludmille, tu es rebooté à fond. Tout à fait, voilà. Tu es prête pour Je la suis rentrée. prête pour la rentrée, On a du boulot pour préparer cette nouvelle saison. Moi, j'ai envie de vous faire une petite surprise quand même pour la fin de cet épisode. Puisque je vous ai parlé du nouveau générique, je me suis dit qu'on pourrait peut-être l'écouter pour terminer. Mais est-ce que les auditeurs l'ont mérité? Mais je pense qu'ils l'ont mérité parce qu'ils ont été extrêmement patients vu le temps que je mets à leur publier l'épisode en MP3, même si je rappelle que vous pouvez l'entendre dans quelques minutes sur YouTube. Vous pouvez réécouter ce magnifique épisode. Mais surtout comment fait-on quand on va sur YouTube, Lord ton père? Mais alors c'est facile. On met un commentaire, un pouce bleu, on fait les notifications et... Ah, tu l'as dit. Il n'y avait pas la cloche. Et la cloche. Il avait oublié. Je vais me roder pour la prochaine saison. Allez, je vous dis à l'année prochaine. On vous embrasse tous et on écoute ce nouveau générique. Western des années 50. Mais oui. Là, tu vas bien te retourner, tu sais, genre Herbie, Lord ton père, Mystery. Sur une VHS avec la bande. C'est ça. Et on va enregistrer les voix cet été. Il y a des chances, ouais. Ah ouais. Moi, je fais plus les génériques l'année prochaine. Oh, mais si tu les feras. Un peu. Ça rappelle beaucoup l'agence touriste tout court. Mais oui, mais on est bien d'accord. Les mystères de l'Ouest aussi, hein, je tiens à préciser quand même. Non, moi je trouve que vraiment c'est très fidèle. Il manque plus qu'un plan qui se déroule sans accroc. Voilà. C'était un podcast sans accroc. Une saison sans accroc. Merci, Lord ton père.